Salut à toutes et à tous, ici Donny Jeep. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Cantina Chic Tabac. Et donc, c'est le podcast qui parle de jeux vidéo autour d'une bonne bière corélienne. Et comme je n'aime pas boire seul, je serai comme d'habitude accompagné de Macrémic. Salut Macrémic. Salut. Bon, alors, comme on est en février et qu'on se rapproche même du 14 février, si je me plante pas dans la publication du podcast, il devrait même débarquer le 14. Et en fait, c'est la Saint-Valentin. Donc, qui dit Saint-Valentin dit que nous allons parler en fait de couple dans le jeu vidéo. Donc, on va pas faire un historique, une conférence sur les couples du jeu vidéo, c'est pas le but. Comme je vous l'ai dit dans les précédents épisodes, à la cantina Chic Tabac maintenant, on fait aussi un podcast plutôt à la cool pour discuter tranquillement. Donc on va parler en fait des couples et surtout de nos couples préférés. Donc c'est bien nos couples préférés à nous. Je dis pas que ce sont les meilleurs couples du jeu vidéo, même si pour nous quelque part c'est ceux qui nous ont le plus marqué. Mais ça, on n'a pas la science infuse et surtout nous n'avons pas la vérité absolue. Donc on va parler de nos couples préférés. Avant cela, on parlera quand même de quelques couples qui sont un peu connus et on va dire cultes dans le jeu vidéo. Donc sans plus de transition, on va commencer avec les couples Macrémic, puisque toi tu es en couple, je vais pas dévoiler ta vie privée, mais puisque toi tu es en couple et moi je ne le suis pas, peut-être que tu es mieux placé que moi, donc c'est toi qui vas partir un peu pour parler rapidement de couples qui sont vraiment, quand on parle couple jeux vidéo, quels sont les premiers qui peuvent venir à l'esprit des gens, on va dire. Invariablement, je dirais que c'est Mario et Zelda qui viennent en tête de liste. Pas parce que c'est forcément des couples développés, mais bon, c'est quand même des couples iconiques du jeu vidéo à l'époque où ils se démocratisaient beaucoup dans les foyers. Donc, puisque Mario, ça date du début des années 80 et Zelda après. Mais bon, dans tous les cas, c'est des jeux où effectivement on incarne l'homme finalement qui doit aller secourir la femme qui est dans ces deux jeux une princesse. Donc c'est quand même bon, c'est cliché, c'est simpliste, mais bon voilà, c'est une formule qui dure depuis plus de 30 ans parce qu'il y a toujours des jeux Mario et Zelda qui sortent aujourd'hui, même si on essaye un petit peu de changer quelques rôles et sortir de ce carcan de princesse à secourir. Voilà, donc ça reste quand même pour moi, les deux licences les plus iconiques des couples, enfin, et les plus vieilles de couples dans le jeu vidéo. Ouais, au début en fait, parce qu'après on va voir, c'est vrai que maintenant il y a des couples, ça évolue. Et comme tu dis en plus, c'est vrai que c'est le trope classique, cliché, et très en fait, on va dire, centré sur l'homme, puisqu'en fait c'est le personnage masculin qui va secourir, comme tu dis, la demoiselle en détresse. La demoiselle en détresse, c'est quand même un gros cliché. Et quelque part, en fait, le couple, enfin, le fait de finir en couple ou de sauver la princesse, c'est limite en fait l'objectif du jeu. Donc en fait, pour le coup, la femme dans le couple là, en fait, c'est plutôt une femme trophée quoi. C'est tu dois récupérer la princesse, surtout avec Peach, donc dans Mario. Après dans Zelda, alors t'en as peut-être fait plus que moi des Zelda. Pour le coup, je crois qu'il y a des histoires qui sont développées, mais il me semble qu'il y a une histoire de différentes timelines, ce qui fait qu'en fait, je sais pas si ce sont à chaque fois le même Link et la même Zelda. J'ai l'impression en fait qu'à chaque jeu, c'est des trucs un peu différents. Donc je pense qu'il y a des histoires qui sont faites. Il me semble même que Zelda elle est jouable dans un ou deux jeux. Je suis pas assez calé, mais effectivement, ça reste quand même toujours plutôt plus ou moins Link qui est sur le devant de la scène, et encore à chaque fois effectivement la princesse Zelda qui. Enfin voilà, il n'y a pas. Alors je sais pas si on peut parler d'égalité dans le couple, mais effectivement, c'est pas quelque chose. Enfin, on n'a pas l'impression que ce soit un couple qui vive comme entité du couple en fait. Non, 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 on est plus dans le domaine du duo, on va dire, qui est répété dans chaque jeu. Alors effectivement, il y a... Enfin, moi, Zelda, j'ai beaucoup joué, mais bon, c'était à l'époque, parce que le dernier auquel j'ai vraiment joué, c'était Zelda 3 sur Super Nintendo. Mais déjà à l'époque, il y avait quand même un chouïa plus d'interaction entre Link et Zelda, enfin surtout dans Zelda 3. Bon, t'as quand même quelques lignes de dialogue qui ponctuent un petit peu l'histoire. Alors que dans Mario, effectivement, tu la vois juste à la fin, t'as aucune interaction. Et effectivement, je crois que tu as raison, dans certains jeux, il y a des passages jouables avec Zelda, de même que Mario aussi s'était développé et a rendu Peach jouable. Voilà, alors en Zelda, c'est pareil, je sais que comme moi, on n'est pas hyper calé, donc je suppose évidemment que s'il y en a qui sont fans, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à nous dire, et puis à nous insulter parce que vous direz, ah non, mais vous avez rien compris, c'est un coup magnifique. Et justement, peut-être qu'on n'a pas compris, que ça a gagné de connu. Voilà, nous, comme on disait, là, on va parler des couples vraiment qui nous ont marqué. Donc voilà, c'est comme, je sais qu'il y en a un qui est souvent cité. Je crois que comme moi, tu n'as pas fait en plus le jeu, c'est par exemple dans Ico, il y a Ico et donc
alors je sais pas si c'est une princesse mais qui nous accompagne, qui s'appelle Yorda, le personnage, je crois. Oui, Et voilà, c'est toute une histoire où justement, en fait tu l'accompagnes pendant tout le jeu et justement, si à un moment tu lui lâches la main ou quelque chose comme ça, enfin, tu peux la perdre. D'après ce que j'ai compris, je n'ai pas fait le jeu, je sais pas toi, mais je sais que c'est un personnage qui est souvent cité, ce couple-là aussi. ouais, ouais, ouais. Mais malheureusement, ouais, il faudrait que je le fasse, un de ces quatre. Il était sorti sur PlayStation 2, donc c'est par donc Fumito Ueda qui avait fait ça, de même que Shadow of the Colossus après. Et je crois qu'en fait, l'originalité de ce jeu quand même, c'est que effectivement, donc c'est des deux personnages qui se rencontrent. Il y a une relation forte qui se construit entre ces deux personnages, mais pour autant, corrige-moi si je me trompe, je crois qu'il y a zéro dialogue. Oui, d'ailleurs, je crois qu'ils parlent pas la même langue, ou enfin, ils sont pas du même. Et voilà, c'est une langue imaginaire, donc il y a des interactions, mais je crois que ce n'est pas traduit. De toute façon, c'est la patte de Fumito Ueda, puisque dans Shadow of the Colossus, que j'ai fait, c'est c'est plus ou moins pareil. Oui, ça part d'un couple là aussi, d'un couple, je crois que la femme est morte, et c'est ce qui fait qu'il se lance sur Oui, un. voilà. Et donc voilà, donc c'est aussi la force de ce réalisateur-là qui arrive quand même à créer des histoires sans nous pondre des dialogues à n'en plus finir. Donc c'est franchement une façon très intéressante de développer un couple dans un jeu. Ah, après, la question que je me posais, alors voilà, ça sera le coup aussi après à découvrir pour ceux qui feront le jeu, d'autant qu'il avait été fait, elle avait été fait en remaster pour PS3, il n'avait pas encore été fait Oui, en remaster pour PS4. hélas. Peut-être que ça viendra avec le succès, parce que je pense que Shadow of the Colossus sur PS4 ça a quand même assez bien marché, donc faudra Oui, voir. Et c'est qu'en fait, voilà, cette histoire de tenir la main, donc dans le gameplay c'est très intéressant, mais dans ce que ça fait de l'évocation, c'est toujours pareil. Genre, si tu lâches la fille, elle disparaît et je comprends dans la manière, dans la manière de l'écrire, c'est intéressant, mais c'est toujours pareil. Ça veut dire en fait, bon, ben, c'est toujours le gars, tu vois, qui est là, et là, quelque part, la femme dans le couple, c'est un peu le personnage faible entre guillemets. Ce qui, dans l'absolu, me dérange pas sur une histoire, mais qui me pose un problème personnellement maintenant quand je vois des représentations comme ça. Donc, je sais pas si c'est le cas tout au long du jeu, mais le côté genre en fait, tu vois, t'as la femme un peu fragile qu'il faut amener, donc même si c'est pas fait partie de l'histoire. Donc là, c'est pareil, des gens qui ont aimé le jeu, bah, ça serait le coup après de nous dire comment ça fonctionne. Je sais pas si moi je le ferai un jour, je sais pas, mais bah si ils sont sur PS4, moi je le ferai, c'est sûr. Parce que j'ai pas envie de rebrancher la PS3 et encore moins la 2 pour jouer à ça. Mais ouais, je pense que c'est un jeu que beaucoup de monde attend sur PS4. c'est fort possible. Enfin, en tout cas, il est déclaré comme assez culte, donc c'est pareil. Voilà, moi, c'est ce genre de couples qui sont mentionnés, mais que je connais pas, donc c'est pour ça que je peux pas trop le dire. Et voilà, c'est comme toi, peut-être que tu en as fait plus que moi. Il y a aussi dans les Final Fantasy, je sais qu'il y a beaucoup de couples qui sont. Moi, je connais Cloud Oui, et Tifa, mais c'est pareil, j'ai très peu joué au jeu. J'ai vu des potes y jouer, mais je me suis jamais ouais, trop appesanti là-dessus. c'est pas trop Tifa, ouais, c'est plutôt. Attends, mais tu me mets le doute là. Non, c'est Eris. Tifa, attention, spoil, Eris elle meurt en fait, mais ce qui est développé c'est entre Cloud et Eris. Tifa c'est un autre personnage qui n'a pas de relation amoureuse avec Cloud en fait. Ah bah tu vois, mais c'est pour te dire à quel point je suis. Mais je suis pas du tout. Je te dis, j'ai vu des potes y jouer, genre un ou deux après-midi quand j'avais 15-16 ans, quand le jeu est sorti, tu vois, et je me suis jamais intéressé au Final Fantasy, donc je sais que suivant les itérations, en fait, t'as vraiment des couples. Je crois que celui-là du 10, je sais même pas les noms, qui est souvent nommé aussi en disant que c'est un super couple, tout Oui, ça, mais j'avoue, je me suis c'est jamais. Tidus et Yuna, que j'ai fait pour le coup le 10. Et oui, c'était pas mal, hein. Ensuite, bon, c'est linéaire évidemment, et heureusement, mais non, franchement, je trouve que l'écriture était plutôt réussie. Bon, ensuite, on va pas spoiler la fin, mais c'est vrai que c'est un petit peu déchirant aussi. C'est pas mal, mais bon, ça reste pas non plus le, le, le principal argument des Final Fantasy. Ouais. Mais voilà, donc après donc il y aurait plein de couples, on va pas tous les citer parce que voilà, après c'est vrai que quand on réfléchit finalement, même j'ai posé de la question un peu à droite à gauche à des amis qui sont gamers, tout ça, et il y avait quelques noms qui revenaient, même des fois, bon, c'est pas forcément ce qui revient le plus C'est sorti compliqué. des couples, mais qui sont dans des RPG et tout ça, donc quelque part, c'est des choix de joueurs, et donc c'est un peu différent, mais des couples qui sont vraiment écrits, il y en a pas tant que ça qui sortent. Et c'est vrai que dans les personnages écrits, il y avait Arnaud et Elise dans Assassin's Creed Unity, et qui était une jolie histoire. C'est un peu filé sur le côté un peu pas Roméo et Juliette, mais tu sais, en fait, c'est un peu lui, il est orphelin, donc il va être
il va être élevé dans la famille de la fille, et donc ils vont être amis au début, et avoir l'histoire d'amour était quand même assez bien réalisée dans le jeu. Ils sont pas toujours super bons, je trouve, au niveau d'Assassin's Creed pour les histoires d'amour, mais que là c'était vraiment bien écrit. Et c'était très touchant aussi sur la fin, tout ça. Bon, tu sentais comment ça allait se boucler, hein. C'est les grands classiques qu'on retrouve dans certains trucs de littérature de films, mais c'était pas mal fichu. Il y a un Assassin's Creed en particulier où je trouvais qu'il y avait une histoire qui était pas super développée, mais elle était quand même assez touchante. Donc c'est le dernier volet de la trilogie d'Ezio. C'est quand Ezio a vieilli un petit peu, donc ça se passe en Turquie. Et effectivement, il rencontre une femme de son âge. Donc voilà, c'est même pas un personnage principal. Et effectivement, voilà, ils profitent un petit peu de la vie. Tu les vois, ils vont faire quoi? Un petit pique-nique, etc. Mais c'est pas super développé, mais justement, c'est assez humble, hein. Ouais, et puis surtout, c'était intéressant d'avoir ce côté, comme tu dis, où il était déjà plus âgé, et le personnage féminin était aussi plus âgé. Il y avait un côté un peu plus posé qui était pas mal fichu. Je sais plus ce que c'était. C'est pas Katerina, mais je sais plus. Parce que Katerina Sforza, c'est celle que tu croises, mais dans le 2, je sais plus le nom du personnage. Mais bon, après voilà. Mais c'est pas nos couples préférés, effectivement. On aurait pu parler aussi dans le point and click, parce qu'un de nos couples préférés, ça va être un couple qui vient du point and click, de la grande période, l'âge d'or du point and click. Dans le point and click, souvent ils ont développé des duos qui finissaient en couple qui étaient assez intéressants. Mais en fait, je vais te laisser le lancer, que à chaque fois quand on s'est noté chacun de notre côté les couples, en fait, finalement on est tombé sur les mêmes en fait. C'est drôle, hein. Ouais. Mais donc je vais te laisser présenter le premier qui vient d'un fleuron du point and click d'aventure. Et je te passe la main. Eh bien, c'est Broken Sword, donc les Chevaliers de Baphomet en français. Une série de 5 jeux qui est sortie entre 1996 et 2014. Et donc le couple, c'est George Stobart avec Nicole Collard. Donc c'est un point and click. Donc le premier, donc sorti en 96, donc c'est sur PC évidemment. C'est développé par Revolution Software et c'est Charles Cecil qui est aux commandes. Et donc en fait c'est un couple qui va se rencontrer donc par hasard. Donc le pitch vite fait, c'est qu'on incarne George Stobart qui est un touriste américain qui est à Paris. Et en fait donc il va être témoin d'un attentat, d'une explosion dans le café dans lequel il était qui va tuer quelqu'un. Donc lui vu qu'il était sur place, il va se retrouver plongé dans l'intrigue et va arriver donc tout de suite après donc Nicole Collard qui est une journaliste et où son journal lui demande d'enquêter sur cette explosion dans ce café-là. Donc ça commence comme ça, donc ils vont se retrouver donc à travailler ensemble de concert pour résoudre cette affaire qui est bien plus qu'un simple attentat à la noix, puisque ça va les mettre sur la piste des Templiers à travers le monde. Donc je crois que dans le premier jeu, c'est surtout George qui voyage seul. Nicole, elle enquête, je crois qu'elle reste à Paris, elle bouge pas, sauf dans le dernier acte. Ouais, alors en fait c'est ça qui, comme tu dis, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le premier jeu, en fait, et ça va être la seule fois, si je dis pas de bêtises, dans le premier jeu quand il sort en 96, pour le coup tu ne joues que George. Et c'est vrai qu'après des fois tu appelles Nico et elle enquête de son côté, donc elle te tient au courant. Il y a quelques passages où elle t'emmène voir notamment son ami qui lui est amoureux d'elle, donc qui est une sorte de, comment il s'appelle le médiéviste là, tu sais. André. Lobino, non? C'est pas Lobino? Alors Lobino, oui, ça me parle. André Lobino. Et sauf qu'en fait, justement, ils ont fait une version Director's Cut qui est sortie il y a quelques années, où justement, en fait, le jeu ne s'ouvre pas sur l'attentat à Paris, et tu joues Nicole qui enquête. Ça se passe un peu avant, il y a eu un meurtre aussi, je crois que c'est à l'Assemblée, ou c'est dans un ministre, un truc comme ça. Et donc là, ils l'ont fait jouable, parce qu'en fait, dans les autres jeux, on va se rendre compte que justement, Nico, c'est son petit diminutif, hein, Nicole. On va pouvoir la jouer, comme tu dis. En fait, dans le premier, en fait, effectivement, c'est vrai qu'elle est pas tout le temps là, et surtout, elle est pas jouable à part dans le Director's Cut où t'as une scène, justement, l'intro où c'est avec elle. T'as une scène d'ouverture effectivement qui comble quelques petits trous dans le scénar, mais qui est pas non plus indispensable. Ouais. Et effectivement, dans le reste du jeu, non, je crois pas. Non, tu joues que George, et elle t'accompagne de temps en temps vers le dernier acte du jeu, puis à un ou deux moments, quand tu vas dans son appart aussi, pour justement faire le compte rendu, mais effectivement, en fait, elle est un peu en retrait. Et c'est à la fin de ce jeu-là que le couple se forme, en fait. Il y avait une super animation d'explosion
Mais on va pas spoiler en fait, hein, Non, non. mais je sais qu'à l'époque, si on va spoiler, parce que je me rappelle à l'époque, je l'avais fait chez toi en fait, de toute manière, parce que j'avais pas d'ordinateur encore. Donc on l'avait fait, je me rappelle ensemble, je me rappelle qu'on avait passé une après-midi, ne serait-ce que sur la chèvre. Ah ouais, la chèvre. La chèvre. Quand ils ont fait le Director's Cut, c'était beaucoup plus facile, mais à l'époque, Ouais, la chèvre, ils ont simplifié certains puzzles et c'est un petit peu dommage, je trouve. Mais enfin bon, peu importe. la chèvre, un des antagonistes les plus durs de l'histoire du jeu vidéo, c'est pire que Dark Souls. Ah oui, La complètement. chèvre. Et je me rappelle en fait qu'à la fin, donc il y a une animation, bon on spoil mais bon le jeu est vieux mais c'est pas grave. Mais en tout cas faites-le si vous le voulez, en plus ils sont disponibles maintenant sur tablette et tout, ça a été assez bien foutu. Ouais. Et en fait il y avait une scène justement où ils s'embrassaient et en fait dans les jeux vidéo s'embrasser à l'époque c'est un truc qu'on voyait quasiment jamais quoi en 96, donc je sais que moi à l'époque ça nous avait marqué et puis j'avais 13 ans donc c'était l'époque où tu bourgeonnes. Ouais. Parce qu'on était encore à l'époque dans les jeux où on montrait pas systématiquement tout, on laissait aussi une part d'imagination aux joueurs. Donc effectivement, c'est rare de voir ce genre de truc au premier plan. Oui, et puis en plus de toute manière, il faut dire que ce qui est, c'est que à part la présentation qui était vraiment très, enfin il y avait ça, tu prends dans Dragon's Lair quand il embrasse tout ça, mais bon c'était, on va dire que c'était de manière hyper sexiste, que là c'était pas le cas. Et d'ailleurs les animations et les dessins, alors je sais pas si pour la version 96 ou pour le Director's Cut, mais c'était Dave Gibbons et c'est quand même le mec qui a fait, qui a bossé sur le comics Watchmen. C'est pas un mauvais du tout quoi. Et c'est vrai que Charles Cecil, il s'est quand même toujours aussi. Là, on parle pas du couple, mais il s'est toujours quand même bien entouré, puisque je crois que dans le dernier, il a fait appel à des gens de chez Disney ou des studios Hardman, donc les mecs qui font voilà, ces Chromit, pour bosser sur l'épisode 5, pour certains trucs artistiques, donc c'est quand même vraiment pas dégueulasse. Le jeu était quand même super bien foutu, il a pas vieilli du tout d'ailleurs, hein, en 2D. Non, il a pas vieilli, sauf la version Director's Cut où il y a des problèmes de son en fait, parce qu'il y a Oui. des sons qui ont été remasterisés et les nouveaux qui ont été réenregistrés, et t'en as qui datent d'époque compressés à mort, et des fois d'un plan à l'autre, tu vois qu'il y a une perte de qualité. C'est vrai. Bon, peu importe, hein. Mais bon, mais sinon, dans la façon d'être, le jeu n'a pas franchement vieilli, quoi. De toute façon, quand tu joues au 5, qui est sorti donc enfin 17 ans après, le gameplay est le même. Ouais, ils ont eu une passage. Alors, on va parler rapidement des jeux avant de rentrer vraiment Oui. sur le couple. Donc après, le suivant qui sort, il sort l'année suivante, en 97. C'est les boucliers de Quetzalcoatl. Donc tiens, tu vas continuer à en parler un petit peu parce que justement là, en fait, Nico, elle prend plus de place et avec Georges. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que on va rentrer dans l'histoire du couple parce qu'en fait, c'est un couple qui quelque part est un duo à l'écran. Il y a une tension, on sait qu'ils ont été en couple, enfin ils sont ensemble, ils sont plus ensemble, mais on sait jamais trop. Et finalement, est-ce que c'est vraiment dans le jeu qu'ils sont en couple quoi? Eh ben, oui, c'est vrai que c'est un peu ambivalent parce que à chaque nouveau jeu, on a l'impression qu'en fait, ils se retrouvent. Il y a jamais, il y a toujours des gros temps morts au niveau de l'histoire entre les jeux. Et à chaque fois, ben, soit ils se retrouvent parce que ben, tu apprends qu'ensuite, entre les jeux, ben, ils ont été ensemble, ça n'a pas marché, ils se sont séparés, puis ils se retrouvent, etc. Donc c'est un truc qui va et qui vient. Et donc, ben, comme tu le dis, ça se développe dans les jeux où en général la relation se resserre. Mais entre les jeux, ben, tu vois que ça s'éloigne un petit peu parce que entre la carrière d'un tel et le boulot d'un autre, voilà, ça colle pas forcément. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Alors dans le 2, ils partent sur un trafic, c'est du côté des Mayas, tout ça. Alors en fait, ils se retrouvent parce parce que je crois qu'ils enquêtent les deux de leur côté. Donc je crois que Georges, en fait, il va retrouver. Enfin, Nico s'est fait kidnapper, il va la libérer et à partir du moment où il la libère, bah, tu peux la jouer. Elle mène son enquête et Georges mène son enquête. Si je me souviens bien, je l'ai fait il y a très très longtemps. Ouais, c'est celui où j'en ai le moins de souvenirs, honnêtement. Mais il faudrait que je le refasse un de ces quatre. Il est en version oui. Director's Cut aussi d'ailleurs, hein. Eh ben, tu me l'apprends. Faudra que je regarde ça. Et je l'avais dans ma version super. On va parler plus tard de ma version backing Kickstarter, hein. Mais effectivement, enfin moi de souvenir ce que j'avais c'était ça. Et d'ailleurs, et comme tu dis en fait après donc ils vont faire, il va se passer quand même pas mal de temps. Ils vont quitter la 2D justement avec l'épisode 3 qui est le manuscrit de Voynich. En anglais c'est le Sleeping Dragon, donc la traduction qui n'a rien à voir. Le pire est à venir. Le pire est à venir, c'est vrai. Et donc c'est pareil, et là vraiment à l'enquête de son côté, Georges aussi, comme tu dis, il se retrouve toujours. Alors c'est ce côté, ils ont un amour, amitié,
Et d'ailleurs, justement, ce qui est intéressant dans ce couple-là, et c'est peut-être pour ça qu'ils nous plaît les deux, enfin, moi, je sais pas, toi, tu me diras, c'est qu'en fait, c'est que c'est des personnages qui. Ils ont chacun, en fait, le personnage féminin, pour le coup, on en reviendra peut-être plus tard, quoi, mais c'est vrai que souvent, les couples qui marquent, c'est parce qu'en fait, c'est le couple marque parce que les deux entités du couple sont vraiment bien développées et intéressantes. Et c'est pour ça, parce que George Tobart, c'est vraiment le gars qui a un humour pince sans rire, avec l'accent un peu. Il parle un peu comme ça, l'année de clown, tu vois. Et super doublage, c'était Emmanuel Curtil qui faisait le doublage. Et Nicole, en fait, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a un humour qui est pour le coup plus cynique, et c'est une personne indépendante, journaliste. Je crois qu'on apprend dans un des jeux qu'elle a perdu son père assez jeune et tout. Ben, ouais, c'est justement développé dans Director's Cut du premier, ou à la séance d'ouverture, où on sait pourquoi, enfin, qui est derrière le meurtre de son père, etc. Et c'est vrai que voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est deux personnages qui sont assez indépendants, ce qui explique peut-être aussi pourquoi. C'est pas que ça colle pas entre eux, mais c'est qu'en fait, voilà, ils ont chacun leur. Elle, en fait, c'est une journaliste freelance. Lui, en fait, après, on sait pas trop ce qu'il fout. En fait, finalement, on connaît plus sa vie un peu à elle que lui. En fait, on sait voilà, il est spécialiste je sais plus dans quoi. En fait, je me demande si même il dit pas qu'il a été viré de l'université. Enfin, on sait pas trop ce qu'il est en fait, ce gars-là. Enfin, moi je sais ce qu'il est dans le dernier parce que j'ai relancé hier, juste pour voir. Et donc bon là, il bossait dans les assurances, mais c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui fait carrière dans une seule boîte ou qui a un domaine de prédilection. En fait, c'est un mec qui est pas stable. Bah non, il est pas du tout stable dans sa vie professionnelle. Et donc voilà. Et c'est ce qui fait aussi que finalement ce couple ne tient pas. Ouais, enfin, ils sont assez libres, mais ils se retrouvent toujours. Et il y a surtout, en fait, une espèce d'alchimie au niveau de leur humour et de la façon. Enfin, il y a vraiment. Et là, pour le coup, il faut mettre en exergue aussi le travail des acteurs, mais surtout aussi d'écriture, comme tu dis, c'est Charles Cecil donc, qui écrit. Et il a vraiment un humour particulier. J'ai presque envie de dire, ça veut rien dire, mais cet humour très. Point and clickesque, enfin de la grande époque, tu vois, il y avait vraiment un humour dans ces jeux-là, mais même Ouais. si par exemple chez LucasArts c'était différent de chez Revolution Software, mais il y avait quand même, je sais pas, c'est quelque chose qu'on a beaucoup moins, enfin, c'est vrai qu'on en voit beaucoup moins de ce genre d'humour maintenant, peut-être dans des jeux indépendants, mais en tout cas dans des, euh, dans des gros jeux. Récemment, j'ai joué ces trucs de Gilbert, là, justement, à The Unavowed. Donc, c'était un jeu point and click aussi. Le mec a fait les Blackwell, qui a aussi un humour là. Et j'ai l'impression que tu as vraiment un humour ou une façon de raconter les personnages et les choses qui est vraiment particulière au format aventure point and click, quoi. Enfin, je sais pas toi, mais. Oui, mais bon, ça vient surtout du fait que les personnages ils sont hyper clichés. Enfin, les personnages, les environnements, etc. Enfin, dans les Chevaliers de Baphomet, en tout cas pour la partie qui se passe à Paris, on est complètement dans le cliché et la carte postale. Et effectivement, on te sort des personnages, mais t'as aucune chance de rencontrer ce genre de personnage en vrai dans la rue, quoi. Donc le serveur de café qui philosophe, etc. Forcément, donc Bah, je sais pas si c'est des ça. clichés, c'est plutôt des archétypes, mais il y a un côté très littéraire en fait. Tu sais, c'est des, Oui, c'est des personnages que tu vois dans les romans de Raymond Queneau, de Boris Vian, tu vois, ce genre de trucs là, quoi. Mais alors que George Tobart et Nicole Collard, pour le coup, ils sont pas. Alors ça part sur genre un américain à Paris, puis la journaliste freelance, mais pour le coup, ils se développent. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que le couple est bien, c'est qu'en fait, c'est des personnages qui se développent au fil des jeux, quoi. oui, tout à fait. Et qui sont pas. Enfin voilà, dans le 3 justement, ils se retrouvent une nouvelle fois. Et c'est pareil en fait. Alors le 3 en plus, ils avaient pour le coup, d'un point de vue technique, il avait fait en 3D si je me souviens, donc ça avait un peu toussé. Mais même si moi je l'aime Oui. bien le 3, je trouve qu'il était Non, assez bien fichu. il est bien, effectivement. C'est vrai que abandonner la souris, c'était un peu une trahison. Je crois qu'il avait rajouté à la suite d'un patch, parce que dans le 4, ils avaient réintégré la souris, mais on va en Ouais. parler après. Mais Non, mais le tu peux en 3, parler de franchement, suite, hein, du 4 c'était un ouais, oui, parce que. ouais, mais bon, bref, tout ça pour dire que le 3, en fait, il est bien. Et le Oui, il 4, fallait juste pousser beaucoup de cases dans le 3 si je me souviens bien. Il y avait un côté un peu. voilà, Poussant des les cases. puzzles étaient chiants parce que tu arrives, tu vois un puzzle et tout de suite tu as la solution, c'est exactement ce qu'il faut faire, sauf qu'il faut 5 minutes pour le faire parce que les déplacements sont super lents. Ouais. Bref, bon, ça faisait partie des petits défauts du 3. Et ensuite, donc on va embrayer sur le 4. Donc je vais donner le titre en anglais, c'est The Angel of Death, traduit en français par. Les gardiens du temple de Salomon. Excellent. Donc le truc qui te spoil absolument pas Ouais. le jeu et la fin. Le 4, franchement, très très moyen, déjà au niveau du jeu, parce qu'il y avait plein de bugs, il y avait des défauts, etc. T'as des phases d'infiltration, c'était chiant.
Mais vu que le sujet c'est des couples, et bien en fait, la première particularité, donc de toute façon à chaque début de jeu, Nico et George ils sont jamais ensemble, enfin ils se retrouvent. Et dans le 4, et ben en fait il y a plus ou moins une sorte de triangle amoureux, parce que George va rencontrer donc une fille, et finalement tu vas voir il va se lier un petit peu à elle. Alors là encore, j'en ai des souvenirs un petit peu diffus parce que je l'ai fait qu'une fois et puis je vais pas me le retaper une deuxième fois, c'est pas la peine, hein. Non, c'est assez une torture à jouer parce qu'il y avait des gros bugs, il y avait même des bugs de voix. C'est-à-dire que par moment, t'as un personnage, il parle avec la voix d'un autre. C'était assez. Ouais, c'était du grand n'importe quoi. En Ouais, même temps, il y avait un problème. Mais effectivement, ouais, il y a ce personnage-là, mais qui a pour le coup, enfin, voilà, ils font un triangle. Alors d'ailleurs, Nico qui est un peu en retrait dans ce jeu-là, et justement, parce que c'est pour faire, comme tu dis, côté triangle. D'ailleurs, on voit qu'elle est un peu jalouse, donc c'est là que tu te dis, ah, mais il doit y ouais. avoir quand même un truc, vraiment une histoire entre eux, une espèce de couple. On va dire que voilà, enfin, c'est un couple, enfin, voilà, qui est très, très éloigné. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a cette histoire-là avec, elle s'appelle Anna, je crois, la fille. C'est une, donc classique, hein, Ouais. vu que Nico est brune, ils nous mettent une blonde. Euh, on en reviendra peut-être quand on parlera d'un autre couple plus tard, teasing. Mais c'est un peu le classique, mais c'est qu'on retrouve même dans les films, et ça, bon voilà. Mais effectivement, ouais, c'était. Il y avait ce truc-là qui était assez intéressant. Après le jeu en lui-même, ouais, c'était pas. Et puis même à la fin, il y a un truc quand même qui est dans Cheveux de Baphomet, qui pour le coup me pose un léger problème dans le couple, même si j'aime beaucoup le couple Nico-Georges, parce que comme je dis, chacun fait ses enquêtes de leur côté. Nico, elle est aussi douée pour d'autres raisons que Georges, tu vois, ils sont assez à égalité sur ce côté-là. Par contre, tu diriges plus souvent Georges que Nico. Dans celui-là, il me semble d'ailleurs que Nico, tu as une ou deux séquences avec elle, mais je crois elle est plus en retrait quand même. Elle arrive assez tard dans le jeu. Ouais. George est quand même toujours en premier plan. Ouais, en premier plan. C'est peut-être dans le 3, je crois que c'est dans le 3 où finalement ils sont quasiment les plus en termes d'égalité à faire de leur Ouais. enquête. Ouais, Et le truc qui me pose problème, c'est qu'en fait, dans cette série-là, dans plusieurs jeux, je sais plus lesquels, dans le 2 c'est sûr, même le premier, peut-être le 3 ou le 4, le 4 je crois, à chaque fois t'as Nico qui est kidnappé, et en fait c'est George qui vient la sauver, tu vois, et t'as beau avoir un personnage plus indépendant, c'est le petit défaut que je relèverais, c'est qu'à chaque fois c'est quand même lui qui vient la sauver, et dans le 4, en fait, elle va être sauvée par une autre personne, sans trop spoiler non plus. Et on retrouve ce côté un peu demoiselle en détresse qui correspond pas en plus avec le personnage. Et ça, c'est un peu dommage. C'est d'avoir ce côté, tu sais, où finalement, c'est quand même le gars qui vient la libérer. Tu vois, on le disait par exemple dans l'épisode 2, ben, en fait, elle est jouable qu'à partir du moment où elle a été en fait sauvée par George d'un kidnapping. Donc ça, c'est un peu le truc que c'est la petite nuance que j'apporterais sur le couple en me disant. Mais après, c'était une écriture, on disait, les jeux datés de 97, début 2000. Peut-être que à l'avenir, s'ils en font d'autres, ça changera. Tu peux peut-être parler du 5 que je n'ai pas encore fait, donc c'est le fameux jeu que quand il a été annoncé sur Kickstarter, j'ai backé en version Super Gold machin, et en fait je l'ai jamais joué, donc je suis vraiment, à chaque fois je le dis, mais je suis vraiment un tocard pour ça, il faut vraiment que je le fasse. Donc ça je vais te laisser en parler. Comment est le couple George-Nico qui se recroise par hasard, il me semble, au début de l'épisode 5 dont tu vas parler Bah ouais, maintenant. l'intro improbable. Donc Nico est toujours journaliste, donc George il travaille dans les assurances, et puis il y a une petite exposition dans une salle d'exposition d'œuvres d'art. Et donc là, bon ben, il se retrouve improbable. Ah, mais t'es là, incroyable. Enfin, il se retrouve par hasard dans Paris, c'est improbable. Et puis il y a un vol plus un meurtre, etc. Donc voilà, le couple va se, enfin le duo, on peut dire, parce que là, effectivement, ils ne sont plus ensemble. Et c'est ah, mais t'es là, ouais, mais justement, je me suis dit, je vais peut-être l'appeler pour aller manger un morceau. Voilà, ça commence tout simplement. Et effectivement, donc ensuite, le duo va se reformer et va partir, va voyager dans Paris et ailleurs dans le monde, en Espagne, etc. Voilà, donc ensuite, c'est pareil, donc je l'ai fait qu'une seule fois, donc j'en ai pas énormément de souvenirs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nico est largement plus jouable que dans les précédents jeux de mémoire. Ouais, bah écoute, quand je vais le faire, je vais le faire très rapidement. Je me dis à chaque fois, mais je Ouais, vais le faire. ce serait pas mal, hein, parce que ça fait quand même 5 ans qu'il est sorti. Ouais, c'est ça. Voilà, bon, bah c'est. Ceux qui ont vu les vidéos sur ma chaîne, d'ailleurs, ont vu ma super boîte collector qui doit être sur mes étagères, qui apparaît à l'écran, comme dans mes vidéos. Mais ouais, donc en fait, pour rappel, donc, il est sorti à l'origine en 2 épisodes, donc ça s'appelle La Malédiction du Serpent ou The Serpent's Curse. Fantastique, ils ont vraiment traduit le titre, quoi. Oui, ils ont fait un effort, ouais. C'est la première fois qu'ils ont traduit le titre. Oui, tout à fait, oui. C'est parce que, ouais,
Non, 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 le premier c'était bon, non? Bah non, L'ombre le des premier il Templiers. s'appelle Shadow of the Templar, de toute façon il s'appelle Broken Sword, ils ont appelé ça donc l'épée brisée, et ils ont appelé ça les chevaliers de Baphomet. Et Shadow of the Templar c'était donc l'ombre des Templiers, donc en fait, non, non, ils ont toujours décidé que pourquoi pas en fait, après Ouais. tout. Ouais, bon, enfin le pire c'était le 4 et heureusement on est passé au-delà de ça. Eux ils sont revenus à la 2D d'ailleurs. Et ils sont revenus à la 2D, ça aussi, parce que la 3D c'était quand même pas génial, génial. Donc là c'est bon, c'est une 2D moderne hein, avec, mais c'est quand même de très jolis décors peints, enfin dessinés à la main, avec ce coup-ci des personnages qui sont animés en 3D. Mais bon, le résultat est très correct, même si moi je suis quand même super nostalgique du tout premier jeu, qui a vraiment une patte très particulière. Bah oui, moi quand j'avais fait le Director's Cut, j'avais adoré, puis j'aime vraiment le. Bah après ça continue l'humour tout ça, mais c'est vrai que ça lançait quelque chose et c'est vraiment un jeu. Et tu vois, on parlait dans un podcast des adaptations cinéma aux jeux vidéo. Et tu vois, plutôt que d'adapter des jeux vachement réalistes tout ça, je suis sûr que les vieux point and click comme ça, c'est peut-être ce qui se prêterait le mieux à l'adaptation en film ou en série télé. Tu vois, ça Ouais, un film tu vois, d'horreur. ça en série télé, une mini-série, tu sais, de 6-7 épisodes avec cet humour-là et tout ça. Mais tu vois, je verrais vraiment plus une adaptation de point and click. Je pense que ça fonctionnerait beaucoup mieux que d'adapter des Tomb Raider ou des. Même si j'ai bien aimé l'adaptation, hein, ou des Ouais, Uncharted, ou ça des Max j'espère qu'ils feront Payne. pas. Ou Max Payne qui était adapté au cinéma et dont on va parler maintenant. Mais super transition, mec, tu m'as. Oh, t'es Ouais, tu trop m'as fort. trop. Cette J'étais obligé. passe décisive que tu m'as fait. Et oui, parce que notre couple dont on voulait parler, c'est le couple Max Payne, et pas Michel Payne qui était sa femme et qui se fait assassiner dès le début du premier jeu. Mais on aurait pu parler d'ailleurs, donc ça c'est pareil, encore un gros cliché, on avait la demoiselle en détresse, c'est le cliché de ce qu'on appelle la femme dans le frigidaire, hein. Donc c'est toujours la femme qui se fait assassiner, qui va lancer le héros sur un chemin de vengeance. Donc non, c'est Max Payne et Mona Sachs. Donc Max Payne c'est un jeu vidéo donc, de Remedy Entertainment, hein, le studio finlandais, donc c'est sorti en 2001. Donc Max Payne qui est un policier à New York et voilà qui a tout pour lui, hein. Il a une belle femme, il vient d'avoir un enfant et en fait un soir il rentre chez lui et sa femme et son petit bébé se font trucider par des mecs qui sont sous l'emprise d'une drogue qui s'appelle la Valkyrie. Donc voilà, et donc à partir de ce moment-là il pète un peu un câble, ce qui est un peu normal, il est assez traumatisé, donc il va se mettre un petit peu en... Il va s'infiltrer dans les gangs pour remonter la trace de qui c'est qui a lancé cette nouvelle drogue là et pour se venger quelque part. Et voilà, ça va l'amener sur un chemin assez très sombre. C'est une très longue descente aux enfers. Et dans cette descente aux enfers, justement, il va rencontrer Mona Sachs. Alors, dans le 1, il la rencontre vers la fin du jeu. C'est pas un personnage principal. Mona Sachs, c'est une sorte de tueuse à gages, en fait, dont la sœur jumelle est mariée à un grand parrain de la mafia qui s'appelle Punchinello. Et donc, sa sœur s'appelle Lisa, parce que ça fait Mona Lisa. C'était calculé, hein. C'est écrit par Sam Lake d'ailleurs, qui est un super auteur de jeux vidéo, hein, et super auteur tout court. Et donc voilà, donc ils se croisent et en fait, on sent qu'il y a une espèce de comment ça s'appelle d'attirance, mais c'est plutôt une attirance un peu animale entre les deux, sauf qu'elle se prend une balle dans la tête à la fin du premier jeu. Spoiler, j'annonce les spoils après coup, tu sais. Mais sauf qu'elle n'est pas morte, il va la retrouver dans Max Payne 2, The Fall of Max Payne, qui est pour moi le meilleur jeu, j'allais dire des deux, même des trois, mais je parlerai pas du jeu de Rockstar. Et qui paraît en 2003. Et donc voilà, après la fin du 1, voilà, Max Payne il est toujours dans la police. C'est un peu, il a des gros problèmes en fait existentiels et puis même il a des problèmes toujours traumatiques. Il y a des cauchemars assez poisseux. Et lors d'une enquête, il va se retrouver donc à enquêter et à croiser Mona Sachs qui n'est pas morte. Elle a pris une balle dans la tête, mais elle n'est pas morte. Et donc voilà, il va se nouer une relation très vénéneuse et ce qui est vachement bien avec déjà le jeu, le 2, The Fall of Max Payne, était sous-titré film noir Love Story. Et c'est vraiment axé là-dessus. Il y a tout le côté évidemment action, mais si c'était une histoire de vengeance vraiment dans le premier, dans le 2, ouais, il y a vraiment ce côté. Alors on va retrouver les archétypes en fait, puisque Mona Sachs c'est l'archétype un peu de la femme fatale, donc tueuse à gages, un peu mystérieuse, sombre, voilà, qui en règle générale n'a aucun sentiment, sauf qu'effectivement elle va relier une espèce de relation assez trouble avec Max. Donc quel souvenir toi t'en as justement de ce 2 et de cette relation de ce couple-là? Bon, de toute façon, t'as presque tout dit, c'est effectivement une relation sombre. En fait, ils sont unis dans unis par le malheur parce qu'ils sont tous les deux perdus un être cher, donc c'est ça aussi qui les unit. Et aussi par le désir le désir de tuer, le désir de vengeance. Donc
Moi, j'ai souvenir de ce niveau où effectivement elle laisse des messages codés pour la retrouver. Et c'est vrai que effectivement, tu sens qu'il y a une attirance inévitable, mais jamais ils vont se l'avouer en fait. Ils rêvent tellement d'autres choses en fait que il y a un côté naturel, ils se lient naturellement, il y a une symbiose immédiate qui agit entre les deux personnages. Mais à aucun moment ça va tomber dans le côté fleur bleue, etc. Non, non, ils s'en foutent. C'est d'abord du sang et puis le reste, on verra Ouais, après sur disons que l'histoire. ils sont plus dans l'action. Enfin, ils sont dans la réflexion aussi, comme tu dis. Et c'est ça qui est très intéressant avec ces deux personnages, c'est que c'est pareil. Alors pour le coup, en plus, là encore, chose très intéressante dans le 2, même si c'est évidemment tu joues Max Payne, il y a deux niveaux où tu vas jouer Mona. Et ce qui à l'époque était aussi, voilà, en 2003, voilà, tu joues Max Payne et boum, d'un coup, tu as un épisode où justement tu vas jouer Mona et qui, là encore pour le coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a un moment, elle va venir, elle, à un autre niveau, elle va venir, elle, le sauver. Et là, tu vois, on a l'effet inverse. Il n'y a plus le côté comme Nico avec George, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, elle a été kidnappée, là, c'est un niveau, c'est inverse. En fait, il va se prendre lui aussi une balle, et en fait, il peut mourir, et c'est elle qui va venir, en fait, de le tirer un peu des enfers, parce qu'ils sont tous les deux plongés dans leurs propres enfers, et tous les deux, en fait, à un moment, ont pris une balle plus ou moins dans la tête, et elle lui dira, je crois, un moment où c'est lui qui lui dit, parce qu'il y a toujours, alors, l'écriture de Sam Lake est vraiment fantastique. Il y avait à la fois les voix off, et même, tu sais, les cinématiques, c'était une sorte de peinture à l'huile. Et l'écriture est vraiment fantastique. Enfin, il y a des phrases, Ouais, c'est probablement avec des des meilleures phrases. cases, ambiance, comics, polar noir. Ouais, voilà. Bah, le premier, c'était vraiment comics. Et le second sera plus roman graphique, noir, tout ça. Oui, oui, roman graphique, oui. Et c'est vrai que. Et d'ailleurs, à un moment, elle lui dit, ouais, mais c'est la balle que j'ai dans ma tête qui t'a relié à moi. Et en fait, ils ont ce truc-là, comme tu dis. Et puis elle, en plus, elle a un côté un peu schizophrénique, mais la vraie schizophrénie, hein, pas. Et avec où Ouais. sa sœur jumelle a été tuée. Et d'ailleurs, même quand elle a été tuée dans le 1, en fait. Et elle, c'est pareil, elle sait plus trop qui elle est. Tout comme lui, en fait, il sait plus non plus qui il est. Et voilà, cette espèce de deux boules de douleur et qui sont en pleine crise, qui se rencontrent et comme tu dis, voilà, ça fait une collision et effectivement ils vont pas se compter fleurettes. Enfin, ils s'avouent qu'ils s'aiment, mais de manière, c'est de manière, voilà, c'est pas des déclarations, la grande déclaration en fait, c'est vraiment super bien agencé et ils sont là encore, même si tu joues essentiellement Max, les personnages pour le coup sont vraiment sur pied d'égalité, c'est-à-dire que voilà quoi, c'est pas du tout Il n'y la a pas de demoiselle. femme objet, il n'y a pas de princesse, effectivement. Non, non voilà, et puis quand Les deux sont des machines à tuer. ouais, plus que ça, mais en fait, effectivement, au niveau de l'action, effectivement, ils sont très effectifs les deux. Je pense qu'elle est plus fine d'ailleurs que Max, elle y va moins comme une bourrine. Et d'ailleurs, ça propose un gameplay un peu différent avec Mona. Bon, c'est pas de grande variante, mais voilà, en tout cas, Non. c'est assez intéressant. Et c'est vrai que, comme tu dis, voilà, ces espèces de deux satellites qui sont sur le même orbite, qui espèce d'entrent en collision. Et donc voilà, donc ils peuvent que entrer en collision, mais en même temps ça peut faire que de la poussière, des étincelles et pas forcément après des petits quoi. Et c'est vraiment super. Enfin en tout cas c'est vraiment. Enfin moi c'est un couple qui m'avait vraiment marqué. Je sais quand j'ai fait le 2, donc c'était en 2003. Je crois que c'est un des premiers jeux sortis des point and click où je me suis dit, waouh, le jeu vidéo, autre justement, ça peut vraiment raconter une histoire. Et quelque part, le jeu est vachement fun. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un des Non, meilleurs il est bien. TPS. Il est extraordinaire, mais je trouve qu'au niveau de l'histoire, ça m'a vraiment bouleversé à l'époque. Quand j'ai fini le jeu là, j'étais limite pas bien parce que t'es tellement avec les personnages, tu souffres avec eux alors, je vais pas Ouais, puis spoiler la fin, mais la fin. la fin est déchirante, franchement. Ouais, C'est oui, ouais, et puis mais c'est vraiment bien écrit. Enfin voilà, Sam Lake, c'est pour ça que par la suite après, enfin j'ai beaucoup aimé Alan Wake, où il y a une histoire de couple aussi d'ailleurs dans Alan Wake avec sa femme, mais bon, c'est un peu différent. différent. Et c'est pour ça qu'après, tu vois, j'étais déçu j'allais dire Quantum of Solace, mais pas du tout. C'est Quantum dedans, mais Code Quantum. Merde, Quantum Break. Ouais. Mais j'ai trouvé justement que la puissance d'écriture n'atteignait pas ce niveau-là, même s'il y a encore, il y a un personnage féminin, une relation qui se lie avec le personnage principal, qui est pas mal, mais j'ai vraiment pas autant accroché que dans ce Max Payne 2 là, qui est pour un TPS justement, de faire vivre cette histoire-là, de espèce de couple. C'est même pas Bonnie and Clyde, c'est vraiment, il y a vraiment ce côté. Non, c'est en fait, d'ailleurs, il y a un des titres des chapitres, parce que les titres des chapitres dans les Max Payne sont toujours super évocateurs. Et je crois que c'est les histoires d'amour finissent mal, un truc comme ça. Donc, et c'est vraiment ça, en fait. Il y a tout un côté.
il y a une espèce de fatalisme et en même temps noir vénéneux et en même temps magnifique. Mais effectivement, il faut plutôt être de bonne humeur. Voilà, c'est un couple moi que j'adore dans le jeu vidéo, toi aussi. Mais en fait, c'est pas le jeu que je conseillerais au couple de jouer ensemble pour la Saint-Valentin, quoi. Ah non, 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 non. Non, non, si vous êtes dépressif, évitez aussi. Ouais, Ça ne va que vous faire plonger encore plus bas. Mais voilà. Moi, j'avais juste un mot à dire sur la jaquette. Elle déchire. Ça, par contre, vous pouvez aller la regarder. Parce qu'effectivement, la jaquette montre quelque chose qu'on ne voit pas dans le jeu. Mais voilà, en une image, il y a tout résumé. Mais bon, ça, on peut le comprendre qu'après avoir fait le jeu. Et oui, effectivement. Mais de toute façon, je pense que la jaquette sera en illustration avec les autres jeux qu'on va citer de ce podcast. Donc, comme ça, vous l'aurez direct. Mais ouais, non. De toute façon, tout ce qui est artistique était fantastique dans le jeu. Même la musique aussi, si vous écoutez la BO du jeu, le thème principal et espèce de violoncelle, de violon déchirant. Enfin, il y a une ambiance. C'est vraiment. Ouais, voilà, c'est le jeu qui. Ouais, ambiance bittersweet à volonté. Ouais, enfin, plus que doux amer d'ailleurs, c'est vraiment. Enfin, il y a une plongée qui est. Mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment un super jeu et c'est vraiment un super coup. Enfin, il y a vraiment une écriture. Voilà, et puis c'est un personnage. Là encore, on en revient à un personnage féminin qui est archétypal au début, mais qui sort quand même de ce cliché-là et qui est bien écrit. Et pour qu'un couple fonctionne bien, il faut que les deux entités qui la composent soient bien écrites. Sinon, en fait, après, enfin, à mon avis, moi, c'est ce qui me marque le plus. Toi, je sais pas. Et en tout cas, c'est vrai que là, l'écriture était vraiment, enfin, pour moi, super bien. Et c'est pour ça que je trouve qu'après, quand Rockstar a pris la suite, ils sont repartis sur une histoire de Max. Enfin, bon, à mon avis, ils se sont plantés dans l'écriture. Ouais, de toute façon, on en avait déjà parlé Ouais. au Au podcast, effectivement, on en avait déjà parlé. Et donc voilà, mais en tout cas, un peu, je crois qu'ils sont maintenant disponibles sur le PSN, le premier sûr, peut-être pas le 2. Donc sinon, ils sont vraiment disponibles sur PC. Ouais, sur PC. Et donc si vous pouvez, pour moindre coût, au moins jouer les deux premiers, bah franchement, ça passe encore bien. Le 2 passe encore même mieux que le premier. Et puis il y a une espèce de cinématique qui vous explique un peu les tenants aboutissants du premier jeu avant de lancer le 2. Enfin bref, il est assez court et je vous le conseille, c'est vraiment une superbe histoire. Et puis il y a vraiment un côté roman noir au niveau de l'écriture avec la voix, on se retrouve vraiment dans le détective Hardboiled, les histoires comme ça, c'est voilà, vraiment de grande qualité et c'est un jeu marquant. Moi, il est dans mon... il est au firmament de mes jeux préférés de l'histoire du jeu vidéo ever. Ah oui, carrément. Moi, Max Payne 2, je pense qu'il est dans mon top 5 de mes jeux préférés. Bon, après, dans mes jeux préférés, des fois, je mets des licences, comme ça, je suis pas emmerdé. Mais, oui, sinon, il y aurait tout le Uncharted dans le 5, exactement, il y aurait tout l'Uncharted. Et pourquoi il y aurait tout l'Uncharted? Parce que j'aime beaucoup les jeux d'aventure et parce que j'aime beaucoup... Et parce qu'il y a le couple, de notre point de vue, le meilleur couple, le plus développé dans le jeu vidéo. Voilà, t'es fantastique sur les transitions aujourd'hui, franchement. Mais Et en plus, on n'a pas répété ni quoi que ce soit. Hein. Non, on est complètement... Nous sommes un couple fantastique, nous aussi. Et ouais, donc Nathan Drake et Lena Fisher, bah écoute, je te laisse partir là-dessus parce que je vais me mettre un peu en retrait. Donc, oui. Donc la série des Uncharted développée par Naughty Dog, des jeux sortis sur PS3 puis sur PS4. Entre 2007 et le dernier qui est sorti en 2016. Donc là on est encore dans un TPS avec donc bon, de toute façon Uncharted on en a parlé en long, en large et en travers. Mais donc pour développer ce couple là, donc on va raconter comment ça commence. Donc on a Nathan Drake qui est à la recherche du sarcophage d'un de ses ancêtres pour trouver un journal qui va le mener sur la piste de l'Eldorado. Et donc Elena Fisher, elle, donc c'est une journaliste. Drake a pris contact avec elle, enfin plutôt avec plutôt avec sa boîte, pour trouver le financement nécessaire pour cette expédition. Et donc une des clauses du contrat, c'était que elle vienne avec sa caméra pour participer aux fouilles, puisqu'elle anime une émission, j'ai oublié le titre, mais bon, qui parle de ça. C'est hyper important parce que, et c'est là où le personnage d'Elena Fisher, en fait,
C'est une théorie que je vais pas forcément développer ici, mais je sais que un jour je ferai un podcast, peut-être pas sur la cantina, peut-être par ailleurs, je serai en guest ailleurs parce que il y a trop de trucs à dire sur Uncharted. Mais en fait, le truc c'est que le show, parce qu'Elena Fisher en fait, donc elle est journaliste en fait, elle fait une espèce de, comme tu dis, de petits shows sur les explorateurs d'archéologie, et en fait son show il s'appelle Uncharted, et en fait c'est ça qui est vachement, pour moi c'est pour ça qu'Elena Fisher en fait c'est le personnage qui est là tout le temps dans Uncharted, parce qu'en fait le titre de la saga c'est le titre de son émission, et quelque part si tu réfléchis bien, Uncharted Drake's Fortune c'est le titre de l'épisode qu'elle compte filmer quand le jeu commence. Donc tu vois, t'as une espèce de mise en abîme du jeu. Et en fait, c'est ça, Uncharted, c'est ça, c'est pas Uncharted la saga, c'est parce que c'est l'émission qu'elle fait, et c'est parce que le jeu s'ouvre sur cette émission-là, en fait, quand elle filme. Donc Drake's Fortune, après les autres jeux, non, mais Uncharted Drake's Fortune, à mon avis, c'est le nom de l'épisode qu'elle est en train de filmer quand le jeu commence. Donc c'est pour dire à quel point le personnage est déjà vraiment hyper important, quoi. Ouais, tout à fait. Parce que donc c'est bien le destin de Francis Drake, donc le navigateur du 15e, 16e siècle. 16e ou 17e, je vais pas Ouais, dire 16e. bêtises. C'est 16e. Ouais. Bon, peu importe. Et enfin non, pas peu importe, mais bon. Et donc voilà, donc finalement donc ce couple, alors même si donc bon là on va spoiler un tout petit peu le début du jeu, puisque effectivement donc dans le sarcophage il n'y a pas ce que Elena Drake comptait voir, c'est-à-dire une dépouille. Donc là Nathan Drake va dire non non mais moi j'ai ce que je voulais, donc maintenant le contrat est terminé, et puis il la fout dehors, il la laisse sur le quai, puis il se barre en bateau avec son pote Sully. Et là, normalement, tu te dis, bon, mais c'est fini, elle a juste servi à ça, ils vont jamais se revoir. Sauf que non, elle, elle a un peu les boules, elle va le chercher pour lui en coller une. Et bon, finalement, lui, il est déjà dans les ennuis jusqu'au cou. Et donc, c'est là que le duo va se former. Parce que lui, il est à la recherche de son ancêtre, de savoir ce qui s'est passé. Et elle, elle est à la recherche d'un sujet aussi pour ce reportage. Et elle voit une opportunité immense d'avoir le... comment dire, j'en perds mes Un mots. scoop. Ouais, d'avoir un scoop. D'avoir du monde. Effectivement, elle joue à ce truc-là. D'ailleurs, il cherche plus que Drake, il cherche en fait l'Eldorado parce que c'est un chasseur, on va dire, de trésors. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un couple qui va se forger tout au long des jeux. Et de manière très progressive et très intelligente. Alors, le jeu a été écrit par Amy Hennig, qui est une femme. Et je pense que malheureusement, on se rend compte quand même que souvent des personnages féminins qui sont bien écrits, souvent sont des femmes, probablement parce qu'elles sont sans doute plus sensibles que les hommes, elles ont un regard différent, parce que souvent on se rend compte malheureusement que dans le jeu vidéo en plus, dans les films c'était le cas, mais c'est un peu genre on va écrire des personnages féminins, mais c'est toujours le personnage qui écrit féminin, la plupart du temps écrit un peu pour le gamer masculin, tu vois. Et en fait, Amy Hennig, dans une déclaration, disait justement que quand elle a pensé au personnage d'Elena Fisher, elle voulait que ce soit un alter ego vraiment de Nathan Drake. Donc voilà, qu'elle soit pas inférieure à lui. Et donc c'est pour ça que voilà, quand il la laisse en plan, on se dit bah tiens c'est fini. Parce que dans plein de jeux, tu vois, où ça serait le personnage qui, enfin, il en trouverait une autre et tout ça, que non, elle en fait, elle le retrouve. D'ailleurs, il lui dit mais comment tu les as retrouvés? Elle dit mais attends, tu crois que je suis pas assez bonne journaliste et je vous ai retrouvé. Comme tu dis, elle lui colle une pêche. D'ailleurs ça c'est un truc qui était pas écrit en fait, c'est l'actrice, puisque c'était fait en mocap à l'époque et après en performance capture. Donc c'est l'actrice qui la double, ils ont fait beaucoup d'impro et qui avait rajouté ça. Et d'ailleurs les performances des acteurs et la façon dont ils sont investis dans les rôles participent beaucoup à ce que ça crée des couples et même des personnages qui vivent vraiment. Parce que c'est pour ça que le jeu fonctionne en fait, parce que le premier jeu c'est un jeu très fun, mais qui en fait si tu prends juste l'histoire, c'est reste aventure assez classique, plateforme avec TPS. Sauf que c'est vraiment parce que les personnages sont attachants qu'après ça s'est vraiment lancé avec le second opus. Et voilà, et donc c'est des personnages, Drake d'ailleurs à un moment dans le premier, il veut carrément lâcher l'affaire parce qu'il se dit bon attends, ça devient trop dangereux, et elle dit non mais on va continuer, et comme tu dis elle s'accroche à son scoop, et voilà, tu vois, c'est pas la demoiselle en détresse. D'ailleurs il joue là-dessus puisque à un moment ils se perdent de vue et Nathan Drake dit ah mais il faut que j'aille la secourir et tout ça, et sauf qu'en fait quand il en essayant de la secourir il se retrouve emprisonné, et c'est elle qui est dehors et qui vient le sauver. Et il y a souvent, et contrairement justement, on parlait de George Tobart et de Nicole Collard, et dans Uncharted en fait c'est souvent Elena c'est à tour de rôle que l'un sauve l'autre, mais t'as pas ce côté genre je vais la sauver la fille et tout ça. Et d'ailleurs même à un moment celle qu'il trouve dans sa prison et qui lui dit ah mais c'est bien, mais tu sais que c'est pas dans ta prison là que tu vas trouver l'Eldorado quoi. Et en fait elle sait comment le sortir de là parce qu'elle a fait une émission où
Enfin voilà, c'est une fille qui est vraiment débrouillarde, qui est intelligente et tout ça, et c'est vraiment un alter ego. Et ça c'est très intéressant parce qu'on voit pas souvent ça dans le jeu vidéo, surtout pour un personnage qui normalement accompagne, qui va être jouable d'ailleurs, puisque Elena est jouable à 2 moments sur les fameuses scènes de jet ski, qui étaient assez horribles dans la... Je sais pas si tu t'en souviens, du premier. Oui, oui, bon, enfin, oui, bon, jouable, parce que les deux sont sur le jet ski, faut préciser. Donc, effectivement, c'est Elena qui est aux commandes, et puis, donc, Mais ouais, mais c'est la manière d'inclure le personnage dans l'action, puisque c'est elle qui tire sur les ennemis et tout ça. Donc ça, je trouvais ça intéressant aussi. Tu vois, qu'elle soit pas passive. Ça veut dire qu'il te montre, voilà, quand ils sont ensemble, elle fait ses trucs. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Après, on peut parler de l'IA quand ils seront accompagnés plus tard. Et donc voilà, et donc après, effectivement, il y a toute cette histoire. Après, on est vraiment dans le premier, c'est le côté très pulp, un peu série B. Donc voilà, à la fin, et ce qui est très amusant, c'est qu'on peut le spoiler, puisque ça fait 10 ans, hein, quoique vous pourrez jouer au remaster. Mais voilà, t'as le couple qui se forme, et d'ailleurs, il n'y a pas de baiser. Ça qui est bien à la fin, c'est qu'ils vont s'embrasser finalement. Il y a Sully qui vient faire le mec qui casse un peu l'ambiance, mais c'est ça qui est assez drôle. Et après, on les retrouve dans Uncharted 2, où justement, en fait, il s'est passé 1 an, sauf que en fait, Nathan n'est plus du tout accompagné de Elena, si tu veux nous en non, parler. plus du tout. Et d'ailleurs, de toute façon, Elena arrive bien, bien plus tard dans le jeu. Donc, quand Nathan arrive, eh bien, il est avec Chloé. J'ai oublié son nom. Chloé Fraser. Chloé Fraser. Qui est en train de monter un coup finalement enfin, qui est toujours à la chasse de trésors, donc ils veulent aller piquer une relique dans un musée d'Istanbul pour les mettre sur la trace de Shambhala. Et ils savent pas encore c'est Shambhala, ça va être Shambhala à un moment ils le trouvent. Ouais, ouais. Oui, oui, effectivement, ils retracent l'épopée de Marco Polo. Et donc effectivement, on parle pas d'Elena à ce moment-là, on sait qu'il est avec Chloé, donc qui est une voleuse aussi. Donc l'histoire va suivre son cours, et puis ils vont tomber donc complètement par hasard en pleine guerre civile dans le Népal sur Elena qui est toujours journaliste. Qui est journaliste d'investigation d'ailleurs, elle est montée en grade à... Ouais, là ça va changer, donc là elle enquête sur le criminel de guerre qui nous poursuit, qui est Lazarevich. Et là c'est vrai qu'on tombe du coup ben voilà, on sait qu'ils ont été ensemble et ils ne sont plus, et c'est vrai qu'il y a cette scène un petit peu marrante et tout ça avec Chloé qui me dit ah mais je savais pas que tu aurais été fan d'un couple là comme ça, et il dit non mais attends, mais elle a des ressources, mais qu'est-ce qui s'est passé, puis il dit oh pauvre chou, elle t'a brisé le cœur, etc. Donc Ouais, il y a un truc, il y a un triangle amoureux qui... Là on est vraiment en plein triangle amoureux. tout à fait, parce que là elle se fout complètement, enfin Chloé se fiche complètement de sa tronche. Et voilà, donc ensuite, bon, ça va se développer effectivement, puis il y a quand même un triangle amoureux où on voit que Drake a toujours des sentiments pour Elena. On sait pas je crois pas qu'à aucun moment on évoque le motif de leur séparation. Il dit juste oui qu'on savait en fait, enfin c'est toujours sous-entendu en fait, c'est ça qui est intéressant dans l'écriture. Bon, on retrouve Amy Hennig, cette fois-ci il y a aussi Neil Druckmann qui est sur le coup, et Josh Scher, c'est un des auteurs sur la saga Uncharted dont on parle le moins, pourtant il est là depuis le début, et je pense qu'en fait son travail est quand même super intéressant, et en fait oui, en fait non, c'est juste que après les aventures du 1, chacun en fait ça n'a pas tenu, et puis voilà, et d'ailleurs c'est vrai que quand tu commences le 2 tu te dis ah bon tiens il n'y a plus Elena, c'est drôle, et elle arrive un peu au moment où tu t'attends plus à la voir, et voilà, c'est vraiment le triangle, le 2 c'est vraiment au niveau du couple le jeu du triangle amoureux où il va devoir en fait choisir un petit peu entre Chloé donc et Elena, c'est un classique. Donc on retrouve la brune et la blonde. Ce qui est assez amusant, c'est que Elena à l'origine d'ailleurs le personnage devait être brun, et finalement ils avaient fait une blonde parce que c'était plus vendeur. Donc voilà, le truc marketing, on revient toujours là. Même si Elena c'est un personnage qui a toujours été créé, ils voulaient que ce soit un peu la girl next door, c'est-à-dire qu'en fait que ce soit un personnage qui soit assez joli, mais ils voulaient pas que ce soit une bombe atomique ni quoi que ce soit. Chose qu'ils vont plutôt faire sur Chloé, tu vois, avec beaucoup de forme et tout ça, et qui en joue vraiment de sa féminité, de son corps. Que Elena, elle a une féminité, mais elle n'est pas présentée comme une bombe et tout ça, et c'est ça qui est très intéressant, et ce côté un peu personnage, voilà, qui t'intéresse, mais vraiment pour toutes ses qualités, et pas que pour l'aspect physique, et ça c'est vraiment très intéressant aussi. Elle n'est pas mise en valeur, il n'y a pas ce côté, tu sais...
qui pourrait ce côté mal gazing, tu sais, où ils font des plans sur les seins et tout ça. Dans le premier, elle a une espèce de pantacourt avec un débardeur. Dans le 2, ça aura quoi? Elle aura un jean et une chemise parce que voilà, elle est reporter et tout ça. Enfin, il n'y a jamais ce côté, et ce qui est très intéressant, ce côté, tenez, on va vous mettre un personnage, tu sais, pour attirer l'œil. Et donc, et ça, c'est vraiment un truc bien. Je pense à Miranda dans Mass Effect 2, par exemple. De Miranda, effectivement, bon, elle est tenue oui, de chez BioWare, c'est que des fois c'est. Mais on pourrait y revenir. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment le jeu du triangle amoureux. Et donc à la fin de celui-là, il choisit, puisque c'est le couple Nathan et Lena, donc voilà, c'est pas un spoil. Donc là, c'est vraiment que là qu'il y a, plus que dans le 1, qu'il y a vraiment quelque chose qui se crée. Et dans le 3. C'est surtout l'histoire avec Chloé qui se termine parce que, en fait, donc il y a trahison parce que Chloé choisit un autre camp, enfin, elle choisit plutôt la survie alors que Drake il cherche les ennuis. Puis bon, finalement, sans trop spoiler, donc il reste du même camp, mais c'est à la fin, elle dit oh non, écoute, tu l'aimes toujours, donc je m'en vais. Mais voilà, et on reparle du physique et il me dit non, mais avoue-le, mon cul va te manquer. Donc voilà. Oui, c'est assez simple. Mais en fait, c'est très Chloé, c'est-à-dire qu'en fait, elle joue là-dessus, mais on se rencontrera. Mais là, on va pas parler de ce jeu-là parce que elle est pas dans le truc. Mais justement, moi, j'ai bien aimé comment tout expliqué. On croit que c'est une personne comme ça, et en fait, on se rend compte que finalement, c'est une manière de se protéger aussi. Parce que quelque part, elle lui dit non, cette fois-ci, c'est moi qui m'en vais. Mais en fait, on se rend bien compte qu'elle y est attachée à Drake. C'est juste que sa manière à elle de dire non, mais je m'en vais parce que voilà, j'ai pas envie de morfler aussi. Parce que quelque part, les deux sont un peu pareils, ils sont un peu dans la fuite. Et il fuit un peu les responsabilités. D'ailleurs, Drake, en fait, il part toujours à l'aventure parce qu'il fuit aussi un peu les responsabilités. C'est quand même un grand gamin. Et il est d'ailleurs dans le 3, puisque dans le 3, quand le jeu commence, il est à fond dans pour le coup une aventure qui est plus personnelle et qui, en fait, a fait qu'il s'est encore séparé avec Elena. Et donc, c'est pareil, là, et Elena, dans ce jeu-là, elle est moins. J'ai envie de dire que le couple, quelque part, est plus présent dans ce qu'il est, dans son entité, même si. Mais par contre, le personnage d'Elena est moins présent, paradoxalement. Oui, tout à fait. Donc effectivement, le couple est plus présent parce qu'en fait, on apprend donc qu'entre le 2 et le 3, eh ben, ils se sont mariés, mais que grosso modo, leur mariage a échoué. Donc soit ils ont divorcé. Non, ils sont séparés en fait. Ils sont séparés parce qu'ils ont les deux trucs, mais disons que c'est la quête de Drake, et ce côté acharné et tout ça, qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, elle a pas pu le suivre parce qu'il est. Il est trop aventurier et voilà, parce que d'ailleurs, je crois que dans le jeu, donc lui ne porte plus son alliance. Enfin, je crois qu'il l'a avec, mais il a perdu. En fait, il plus. pense l'avoir perdu et on se rend compte que c'est celui qui la garde en fait. Mais ouais, voilà. Et alors que Elena, elle, l'a gardé quoi. Donc on voit aussi qu'il y a des regrets. En fait, elle l'a gardé. Alors on sait jamais trop. Elle dit en fait que c'est parce cette fois-ci, elle est reporter à l'étranger. Elle est au Yémen par exemple, et donc elle dit que ça l'aide dans cette partie du monde, et ça on sait jamais trop, c'est une manière de se protéger. Et c'est vrai qu'elle arrive vraiment aux 2/3 du jeu quasiment, et on la voit peu de temps, mais ça laisse quand même de temps justement d'avoir, tout est raconté en ellipse en fait, ce côté du couple et tout ça. Et je trouvais que l'écriture était vraiment super belle. Je pense que l'écriture, en termes des personnages et du couple, est meilleure. Je sais que c'est pas forcément la réflexion que les gens ont beaucoup, mais je pense qu'elle est meilleure que le 2. Parce que tout le monde parle du 2 parce que le rythme, parce que tout ce que tu veux, effectivement, c'est condensé, c'est super. Mais je trouve que l'écriture du 3 est plus profonde en fait, surtout en ce qui concerne les personnages. Et surtout l'écriture de ce couple-là où justement ils se retrouvent et il y a une scène, justement, une cinématique où il va plus ou moins s'excuser. Enfin, la manière de leur interaction est vraiment touchante et ils te font comprendre en peu de paroles à quel point c'est tout l'art de l'ellipse. Tu comprends ce qui s'est passé sans qu'ils te disent tout. C'est vraiment fait avec finesse, ce qui est un peu la marque quand même de Naughty Dog au niveau de la narration. Oui, tout à fait. J'avais exactement cette séquence en tête. Il dit je suis désolé, je sais. Non, je suis désolé. Oui, je sais. Voilà, pas pour ce qui s'est passé à l'instant, mais pour tout, quoi. Donc tu vois que c'est quelqu'un qui a des remords. Bah ouais, c'est ça, ouais. Et puis c'est une scène où lui, il revient, il a failli crever de ça. Et en fait, il se repose sur elle. Et ça, c'est hyper important. Elle est la pierre angulaire, en fait, du couple. Mais pas dans le sens, c'est la femme, parce que c'est la femme, genre, elle va s'occuper de la maison. C'est parce qu'en fait, quelque part, elle y met du sien. Et c'est là que tu vois toute l'importance qu'a le personnage, en fait. Et je pense que c'est vraiment dans ce jeu-là que le personnage prend vraiment cette dimension. Et dans le 4, puisqu'à la fin du 3, finalement, il va choisir... il va se remettre avec elle, donc voilà. Et dans le 4 qui se passe des années après, 2-3 ans après, 3 ans après, dans l'univers Uncharted,
Ben justement, je pense que toute la thématique du couple, eh ben, qui a encore plus magnifié, mais en fait, ils ont justement continué à filer sur ce qui avait été fait dans le 3. Donc dans le 4, c'est plus Amy Hennig, elle était partie, c'est Nick Druckmann et donc toujours Josh Scher qui écrivent. Et donc là, en fait, quand le jeu commence, en fait, ils sont en couple et ils vivent, Ouais, c'est vrai que c'est assez une... inédit, c'était un parti pris intéressant, contrairement aux précédents jeux où, quand on a parlé des Chevaliers de Baphomet, où à chaque fois, à chaque nouveau jeu, ils sont pas ensemble. Là, effectivement, on démarre le jeu et ils ont une vie de couple tout à fait ordinaire. Donc, ils habitent Nouvelle-Orléans. à la... Ok, tu vois, je me souvenais plus du tout. Où lui, il fait de la plongée pour une boîte qui est chargée de récupérer des trucs qui tombent dans l'eau, donc des camions, etc. Et puis elle est donc journaliste pour un magazine. Ouais, c'est ça, ouais. Puis, ou elle est peut-être freelance, enfin, en tout cas, elle fait des guides, elle fait des trucs autour du ouais, elle monde. est peut-être pigiste ou je sais pas quoi. Bon, bref, elle écrit pour des magazines, enfin toujours dans le même thème, le voyage, l'histoire, la culture, etc. Et, et là, pour le coup, donc c'est exactement l'inverse des autres jeux, mais voilà, on est dans une vie ordinaire, banale. Et ils te la font jouer. Et c'est ça qui est hyper rare, c'est qu'ils te font jouer. Ils te font jouer carrément cette vie de couple lors d'un chapitre. Trois ans. 3 ans. T'as 3 ans, et sauf que dans le début du 4, t'as un sort de flashback quand ils sont tout jeunes, et puis qu'après ils ont la vingtaine. Donc ouais, il le croit mort depuis un bon moment à son frangin. Et donc là, il va faire... Parce que le couple, justement, on voit dans la scène où tu joues le couple, et c'est vachement bien, on sent vraiment la connexion entre les personnages, donc talent d'écriture, des acteurs, enfin c'est vraiment l'écriture du couple. Enfin, moi j'ai jamais vu, de manière, dans toute la saga, mais ça c'est le point culminant dans le 4, j'ai jamais vu dans le jeu vidéo un couple aussi bien écrit dans le sens naturel en fait. T'as vraiment l'impression d'avoir un truc naturel et je veux dire, mais c'est même des scènes qui sont meilleures que des scènes que tu pourrais voir dans des séries, dans des films, dans des bouquins. C'est vraiment super bien. Tu y crois en fait vraiment quoi. Et, donc tu vois l'alchimie qu'il y a entre les deux et le fait qu'ils ont ils ont un humour un peu identique, ils se comprennent. Il y a vraiment quelque chose de super qui se passe. Sauf qu'effectivement là quand son frère arrive, au lieu de dire à sa femme qui d'ailleurs lui dit mais si tu as envie de prendre parce qu'il a peut-être un job mais qui est un peu hors des clous, elle lui dit mais vas-y si t'as envie de le prendre, et lui en fait il se ment à lui-même, et sauf qu'il va finir par mentir à sa femme et à dire bah, je le prends, et puis il s'en va. Et donc là en fait quand tu fais le jeu tu te dis mais il y a peut-être un moment, elle va peut-être le découvrir parce que justement c'est pas une fille un peu neuneu ni quoi que ce soit, et effectivement il y a un moment, au moment où tu t'y attends plus trop. Ouais, au moment où tu t'y attends plus trop, au moment où le personnage il est à fond dedans, il est redevenu lui-même, il kiffe ce qu'il fait parce qu'il fait ce qu'il a toujours fait et qu'on a vécu dans les 3 précédents jeux. Donc oui, il disait qu'il était à un endroit pour récupérer une épave, et alors qu'en fait il est complètement... donc là, quand elle le retrouve, ils sont à Madagascar. Et effectivement, il débarque, et elle est là, elle a retrouvé sa trace, et là c'est déchirant. Elle me dit mais tu m'as menti pendant des semaines, etc. Elle me dit ouais bah écoute, je te présente mon frère, et là t'as celui derrière qui est tout penaud, qui est un petit peu aussi complice, même s'il avait averti, il me semble, là-dessus. Ben oui, il sait que ça va mal finir, mais en même temps, et c'est ça qui est Ouais. bien, c'est que voilà, c'est que ils sont pas, ils ont tous des défauts, et c'est pas. Voilà, parce que quelque part, moi j'avais vu, je me rappelle, il y avait des gens qui avaient dit ouais, mais qu'est-ce que. Tu sais, des joueurs qui commentaient, parce que chacun perçoit différemment les choses, tu vois, nous ça va nous préférer, mais il y en a qui vont dire ouais, mais de toute façon, Chloé est mieux qu'Elena, qu'est-ce qu'elle fait chier Elena à revenir râler, parce que chacun s'investit différemment. Mais bon, là le mec lui a menti, et tu le ressens, et en fait, c'est même pas une scène genre elle va tout fracasser, il y a une espèce de colère rentrée, enfin, la scène, elle est, comme tu dis, elle est déchirante, et comme c'est le dernier jeu quand il sort, tu sais, tu dis il y en aura plus. Au moment où elle lui dit, tu te dis le couple il était là, et là le couple en fait il explose vraiment,
Et c'est comme tu dis, ça se casse. Et quand cette scène-là, qui est vraiment, là les acteurs sont fantastiques. Et je vais revenir sur ce que je dis à chaque fois. Et je sais qu'il y en a plein qui ont découvert la saga en VF, mais il y a un monde entre la VF et la VO. Et franchement, cette scène-là, pour l'avoir écoutée en VF par la suite, tu perds tellement en intensité, en émotion par rapport à ce que les acteurs, comme ils font de la motion capture, ils le vivent vraiment. Et ça, tu le sens dans la voix, tu sens la dimension qu'il y a, même l'air qui s'agite entre les personnages. Et quand cette scène-là se boucle et donc Elena se barre, à ce moment-là du jeu, tu te dis c'est fini quoi. Tu t'es mal. Enfin, franchement, moi j'étais à ce moment-là du jeu, j'étais mal. Je me dis, Ouais, bon, mais ouais, ok. tu sentais la déception, l'amertume, parce qu'en fait, t'as l'impression que, en fait, elle s'y attendait, et parce que elle pensait que la vie, enfin, non, justement, elle savait que la vie banale qu'ils avaient ne pouvait pas durer, parce qu'à un moment donné, il y a le côté aventurier de Drake qui doit ressortir, et peut-être qu'elle s'imaginait qu'il pourrait jamais ressortir, et finalement, là, tu vois qu'en fait, moi, j'avais vraiment l'impression que elle était triste, elle était déçue, parce qu'elle avait le sentiment d'avoir échoué, de pas avoir réussi à contenter Drake, parce que lui, il a préféré l'aventure à la vie de couple qu'ils avaient. Bah tu vois, moi, je l'ai pas perçu comme ça, je pense pas. C'est là qu'on voit que c'est vrai que ça mène plein de trucs. Je pense pas que c'était une question de contenter ou de changer. C'est juste en fait que sa grosse trahison, c'est qu'ils ne lui disent pas. Et c'est ce que dit Sully d'ailleurs. Il lui dit, mais franchement, pourquoi tu n'as pas. Tu lui dis, quand ils sont en Écosse, quand il lui dit qu'il se rend compte que Drake n'a pas parlé à sa femme, il lui dit, mais parle-lui-en. Il dit, ouais, mais elle comprendrait pas. Il dit, mais si, justement, vous avez traversé tant d'épreuves, elle comprendrait totalement. Et la suite des événements va lui donner raison. Elle comprend tout à fait. Il lui aurait dit, en fait, c'est juste que c'est lui avec son histoire de son frère, tout ça, et qui n'admet pas, il n'admet pas ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas, et donc il ment aux autres parce qu'il veut se préserver, et c'est ça, c'est quelqu'un qui est toujours dans la fuite, en fait. Le fait de partir à l'aventure, de se mettre en danger, c'est parce qu'il est incapable, en fait, pas de se contenter de ce qu'il a, mais il est incapable de le verbaliser, en fait. Et c'est vrai que c'est ça qu'elle lui reproche au moment-là, et dans cette scène-là, tu te dis, bah c'est fini. Et pendant longtemps, après, même dans le jeu, elle n'est plus là et tout ça, et tu penses que, ben voilà, c'est C'est fini. fini, on la revoit plus, comme dans le 3. Et même lui, d'ailleurs, quand tu le joues au début, quand il discute, tu ressens dans le jeu que. Et il va même à un moment, parce qu'il parle souvent quand il fait le truc, il dit ben voilà, en fait. Parce qu'il va s'engueuler aussi avec Sully, qui est limite son mentor ou son père par procuration et tout. Et c'est ça, c'est qu'il repousse tout le monde parce qu'il est incapable, en fait, de s'assumer, tout simplement. C'est quand même, parce que c'est quand même une grosse tête à claque quand tu réfléchis bien. C'est le Oui. mec se ruine tout, enfin, c'est pour ça. Hein, et au moment où il est en danger, tu penses qu'il va mourir, bah, c'est elle qui vient le sauver encore une fois. Et d'ailleurs, quand elle lui dira merci de venir me sauver, elle lui dira mais cette fois-ci j'ai failli pas le faire quoi. Et ce qui est vachement bien, c'est que justement quand ils se retrouvent, à ce moment-là, ils se retrouvent pas genre le couple est ensemble. Ils se retrouvent parce qu'il faut finir l'aventure et tout ça, mais c'est plus Ouais, un ils sont couple. partenaires. Ouais. Ouais voilà, et même elle lui fait comprendre, et tu le vis ça pendant très longtemps, où il y a toute une scène justement, elle lui explique, mais tu vois, normalement on est une équipe et tu viens m'en parler, tout ça, et il lui dit, ah je suis désolé, ça, elle dit, non mais c'est pas grave, il y aura du temps pour plus tard, enfin grosso modo tu te dis, pareil, vu que c'est le dernier jeu, peut-être qu'ils vont divorcer, c'est un truc qu'on voit très peu dans les jeux vidéo, mais tu vois, ça aurait pu arriver, un divorce et tout ça, et t'as une scène comme ça, avec une scène musicale, enfin tout, chacun se redécouvre en fait. Ouais, dans l'ascenseur. Ouais, la scène de l'ascenseur, et c'est vraiment superbe, et c'est un monté crescendo comme ça jusqu'à une scène où, enfin, on va pas spoiler, mais quoique si, on est obligé de spoiler si on veut parler du couple jusqu'à la fin, en fait, de toute manière. Ouais. Mais je veux dire, puisque finalement, ils vont se rabibocher, mais la manière dont ils le font, c'est égalitaire. Tu vois, c'est pas le côté, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce couple-là. T'en as pas un qui est au-dessus de l'autre. C'est pas genre, ah, ben finalement, bah, toi t'es parti à l'aventure, mais je te comprends, machin. C'est que chacun a un désir, et au final, ils arrivent à s'accorder sur leur désir. Et à la fin, c'est ça en fait, elle le pousse en fait à faire ce qu'il aime, mais d'une manière qui contente les deux. Et t'as une sorte de grande boucle qui est bouclée. Et au niveau du couple, tout le 4, t'as plein de mises en miroir. Et t'as des phrases qui sortaient à la fin du 1 qui vont être là prononcées par un autre personnage et qui va déclencher des choses entre le couple. Je peux pas trop dire ce que c'est, mais t'as vraiment une boucle qui se boucle. Et donc t'as ce côté-là du couple Drake qui se forme vraiment, et jusqu'au fait où finalement à la fin, ben, ils vont monter à quelque chose qui est dans l'archéologie, mais pas d'aventure, on va dire, dangereuse, qui est quelque chose de tout à fait légal. Donc c'est le DNF pour Drake and Fisher Fortune, qui est en fait une espèce c'est une entreprise où en fait ils vont trouver des trésors et tout ça, et c'est quelque chose qui est tout à fait légal. Trouver le bon équilibre, et afin d'éviter justement la routine un petit peu métro boulot dodo qu'on voit au début du 4, où chacun travaille de son côté.
Bah, là, effectivement, donc et c'est ça aussi qui peut être un petit peu casse-gueule aussi au niveau des couples d'être 24 heures sur 24 ensemble, de faire le même boulot. Mais effectivement, ils vont monter une affaire et ils vont faire ce qu'ils savent, faire de mieux parce que c'est ça aussi qu'on retrouve aussi, après les retrouvailles dans le 4 où elle vient le sauver. On voit que tout de suite l'alchimie, elle reprend et on retrouve ce duo aventurier qu'on a connu, ben, dans le premier jeu finalement. C'est le truc qui marche et c'est là où ils se rendent compte que finalement, et beh, comme ça, en fait, ils ils sont vraiment ce qu'ils sont, finalement. Ils ont pas besoin de d'avoir une fausse apparence ou de se forcer à chercher, un boulot pour rentrer dans des codes, sociaux. Voilà, ils sont vraiment, libres et c'est comme ça que le couple marche le mieux. Ben oui, voilà, c'est exactement ce que tu dis. En fait, ils vont se conformer à la norme quelque part. Tout C'est à ce fait. c'est ce que dit d'ailleurs Elena. D'ailleurs, elle lui dit, mais justement, quand je t'ai retrouvé de ça, parce que pendant un moment, ils fonctionnent ensemble, tu sens qu'il y a un truc et en même temps, ben, il faut qu'il s'excuse parce que lui, il sait pas s'excuser, il sait pas se raconter. Et en fait, c'est ça, à la fin, ce qu'elle va lui dire, elle va lui dire, en fait, quand on s'est retrouvés, moi, ce qui me manquait, c'était l'aventure, mais surtout, ce qui me manquait, c'était nous. C'est faire eux, comment ils se construisent dans l'aventure, Ouais, parce que c'est comme ça qu'ils tout sont à créés. fait. Et c'est vrai que et c'est super beau, justement, ils ont su. L'épilogue, de toute façon, et là on va pas dévoiler ce que c'est, mais l'épilogue de Uncharted 4 est magnifique, mais vraiment, c'est hyper casse-gueule parce que ça pourrait ne pas plaire, mais je trouve que le choix était quand même assez couillu et vraiment beau. Et d'ailleurs, c'est pas anodin que le jeu se termine en fait. Le dernier personnage que tu vois à l'écran, c'est Elena. Et dans la saga, le premier personnage que tu entends, dont tu entends parler, c'est Elena qui est en train de parler quand elle filme En justement. train de filmer, ouais. Mmh. Et c'est pas anodin parce que c'est vraiment quelqu'un qui le. C'est en fait, c'est le. On va dire que c'est le gouvernail, c'est la boussole de Drake en fait. Et il est en fait, il est rien quelque part sans elle. Et donc le couple ensemble fonctionne vraiment. Et pour moi, c'est pour ça que c'est vraiment le plus beau, je trouve. C'est en tout cas le mieux écrit que j'ai pu voir dans un jeu vidéo, le plus touchant. Et j'attends de voir s'il y en a d'autres qui dépasseront ça. Mais pour l'instant, voilà, c'est vraiment en termes d'écriture pour un couple vraiment défini. Pas une question de choix, c'est vraiment quelque chose. Et ils ont eu le temps après de le faire sur différents jeux. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose de magnifique qui fonctionne, mais vraiment super, super bien. Ça marche très bien pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une série qui est solide avec 4 gros jeux qui sont sortis entre 2007 et 2016. Et comme tu disais, effectivement, on parle de la motion capture, mais effectivement, motion capture, ça veut tout et rien dire parce que des fois, t'as des comédiens, des athlètes qui sont là pour enregistrer des mouvements de personnages bateaux. Mais non, en fait, ce sont vraiment des acteurs qui prêtent leur voix aussi. Parce que des fois, ça se fait où il y a des gens qui font la motion capture, mais tu as des doubleurs derrière. Non, là, tu as vraiment des acteurs qui prêtent leur voix, leur corps, etc. Donc, ils sont vraiment investis à 200% en jeu. Et c'est les mêmes du début à la fin. Donc, forcément, tu as une implication émotionnelle dans ces personnages-là. Et je crois qu'il y a aucune autre série qui a fait qui a fait la même chose. Enfin, en tout cas, pas à ce niveau-là. Ah ben, au niveau des acteurs, enfin peut-être qu'ils sont revenus, mais en tout cas de garder les mêmes acteurs principaux tout du long. Donc là c'est les deux, même le 3 si on peut rajouter Sully. Effectivement, ouais, et donc les acteurs de toute façon voilà, ils ont aussi entre eux et par rapport à leur rôle. Et puis d'ailleurs c'est des jeux où que ce soit Amy Hennig ou après Neil Druckmann, ils ont vachement laissé place à l'improvisation. Et donc Nolan North qui fait Nathan Drake dit que même quand tu vois des interviews de Nolan North, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de. Tu sais pas s'il y a plus de Nolan North dans Nathan Drake ou l'inverse. Et pareil pour Rose qui fait donc. Emily Rose. Ouais, qui fait comment ça s'appelle Elena Fisher, Elena. c'est ce qu'elle dit. Et quand tu vois les making of justement du dernier jeu, ben voilà, elle dit ça lui a beaucoup apporté. Puis c'est des personnages qu'ils ont développés, comme tu dis, sur 9 ans. Enfin, plus de 9 ans parce qu'ils ont commencé à tourner, enfin, au moins 10 ans quasiment. Et donc forcément, tu vois, c'est quelque chose qui est quand même très important avec une évolution. Et c'est ça qui. Ouais, c'est pour ça peut-être que c'est quelque chose qui pour moi est un des couples les plus marquants du jeu vidéo et mon préféré en tout cas. Maintenant qu'on a parlé vraiment de nos préférés, rapidement, il y avait. Bon, après, il y a les jeux avec les choix, donc ça c'est pareil en fait, mais je pense que si on en parlait là, ça durerait trop longtemps. C'est limite, on pourrait en parler dans un autre podcast. Pour la Saint-Valentin de l'année prochaine, on parlera des choix. Déjà qu'on a loupé le podcast de l'an dernier, hein, parce qu'on avait déjà prévu de le faire il y a un an, hein, mais bon, du coup, suite à des soucis de planning, on l'avait pas fait.
Et là, on n'est pas passé loin de l'échec aussi, hein. C'est vrai, mais c'est pour ça que j'ai pas dit la date, tu vois, j'ai dit juste le 14 février, j'ai pas dit l'année. Comme ça, c'est un podcast que vous pouvez, qu'on pourra remettre, tu sais, Ouais. chaque année. Mais Si jamais ça foire, vous l'entendrez en 2020. exactement. Non, après, il y avait au niveau des couples, d'écriture des couples, parce que je pense que c'est bien de s'intéresser justement à cette écriture-là. Donc, pas pour les questions de choix, parce qu'effectivement, on peut parler de tout ce qui va être les couples que tu peux faire dans The Witcher, Mass Effect, Tous les jeux BioWare. BioWare. Après, on Film. pourrait parler des visual novels et des jeux de drague, tu vois. Life is Strange aussi, quelque part, tu vois. Il y en a qui vont dire, ah ben Chloé et Max, on aurait pu parler de Chloé et Max, mais sauf que moi, quand j'ai joué ma partie, c'était pas Chloé avec Max. Et c'est des choix aussi que tu as, hein. Donc, on voulait vraiment se focaliser sur des couples qui sont vraiment écrits et qui ne laissent pas le choix aux joueurs. Et ce qui est encore plus casse-gueule, parce que ça veut dire que si le joueur n'accroche pas, ben, tout un pan de ton histoire, si c'est important dans ton histoire, il part en vrille, quoi. Donc c'est là que l'écriture est quand même vachement importante. Je sais que tu as fait ce jeu-là aussi, il me semble. Le jeu dont j'avais envie de parler, en tout cas, parce que je trouve qu'ils ont une approche du couple qui est très intéressante et qui est progressiste, parce qu'on se rend compte quand on parle des couples dans le jeu vidéo, c'est que c'est quand même pas hyper progressiste. En tout cas, pendant très longtemps, c'était très hétéronormé, c'était l'homme et la femme, et puis l'homme qui était un peu le personnage principal du jeu, puis la femme c'était soit le trophée, soit c'est la fille qui t'accompagne, et puis voilà, à de rares exceptions près dont on a parlé. C'est par exemple, je voulais parler des couples qui sont écrits mais que tu ne joues pas, que tu découvres. Et notamment, j'avais le couple de Gone Home, je pense que tu as fait le jeu aussi. Oui, j'avais beaucoup aimé, oui. Ouais, qui est un jeu magnifique qui est sorti en 2013. Donc de Fullbright Company. Et parce qu'en fait, c'est un couple, donc tu découvres tu joues une grande sœur qui revient dans une maison, puis c'est vide, et donc c'est par rapport au journal de ta petite sœur, parce que toi t'es parti à l'étranger pendant 1 an ou 2, que tu vas te découvrir un peu ce qui s'est passé, pourquoi les parents sont pas là, pourquoi la petite sœur est pas là. Et justement, la petite sœur qui s'appelle Samantha, donc c'est les Greenbrier, donc Sam. En fait, tu vas te rendre compte qu'au début elle était toute seule et qu'en fait elle a rencontré une fille qui s'appelle Loni, de son vrai nom Yolanda De Soto, qui est d'origine mexicaine. Et donc en fait elles ont noué, donc c'est des adolescentes, elles ont 17 et 18 ans, et elles ont noué une relation donc amoureuse, donc une sorte de couple qui se forme. Et le jeu se passe dans les années 90, donc déjà ça touche à quelque chose qu'on voit maintenant un peu plus, mais qui est encore assez rare déjà, le côté homosexualité dans le jeu vidéo. C'est un truc qu'on a, alors on a dans les jeux justement, on parlait des Mass Effect ou de BioWare, comme par exemple les Dragon Age, puis d'autres jeux, on va avoir justement des choix d'avoir des relations homosexuelles, ou dans le récent Assassin's Creed Odyssey. Mais dans les jeux écrits, c'est très très rare. On aura probablement dans Last of Us Part 2, on l'avait déjà un petit peu dans le DLC. Mais c'est très très rare en fait, c'est un truc qui est très peu touché. Et là c'était ça qui était très intéressant, on était en 2013 et moi je sais que ça m'avait très touché, la manière dont c'était écrit. En plus c'est pareil, tu vois personne, les personnages tu les vois pas, c'est juste par les acteurs qui parlent pour le coup, qui lisent Ouais, des c'est journaux. des lettres, hein, des journaux audio, etc. Enfin, non, il n'y a pas de journaux audio en fait. C'est des lettres, mais tu as quand même Tu une la voix voix off. off. Voilà, ouais. Parce que bon, on est dans les années 90, le Ouais. journaux audio, à part sur cassette, voilà. Ouais, même s'ils jouent avec les cassettes, parce que tu peux écouter des enregistrements. Et c'est vrai que Oui. c'était très intéressant parce que ça parle d'un couple qui se forme et qui a du mal à le vivre pleinement parce qu'ils sont jeunes, c'est les années 90. Voilà, encore l'homosexualité, c'est encore un truc qui est assez tabou à ce moment-là. C'est une jeune fille qui se cherche, qui a des problèmes identitaires, qui est un peu seule, qui va rencontrer cette fille-là, Loni, qui après veut rentrer à l'armée. Et en plus, voilà, Loni De Soto, en plus, elle est d'origine mexicaine. Et donc là, ça touche à la fois au côté homosexuel, ce qui est très intéressant, mais en plus on va dire des ethnies différentes, parce que c'est pareil, il y a les couples aussi dans le jeu vidéo, la plupart du temps dans les couples écrits, ça reste genre les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs, tu vois. Alors ça évolue maintenant, mais pendant un long moment c'était vraiment là c'était pareil, tu vois, il y avait ces différentes strates. Et donc là dans cette studio de développement, il touche vraiment à ça. Et donc dans Gone Home ils avaient commencé à le faire. D'ailleurs il y a toute une scène, et je pense que Life is Strange, je serais pas surpris qu'il soit un peu influencé, qu'il soit pris à partir de ça, parce que Loni, on se rend compte, on voit une photo d'elle, et il y a une scène où justement dans le journal audio, Sam dit je l'ai aidé à lui teindre les cheveux, et elle a les cheveux roses. Et donc bon, dans Life is Strange, elle a les cheveux bleus, mais elle a une mèche rose d'ailleurs dans Before the Storm. Donc je serais pas surpris qu'il n'y ait pas des influences, des trucs comme ça, parce que c'est un jeu à l'époque quand il est sorti qui a vraiment marqué. Et je sais que toute la communauté qui était LGBTQ+, qui justement avait adoré ce jeu-là, parce qu'ils disaient voilà, en fait, enfin on joue des jeux où on se sent représenté, et ce qui est hyper important aussi. Et ils ont fait dans Tacoma, qui était leur jeu suivant, et là pareil, en fait on va jouer un personnage, tu l'as fait Tacoma aussi,
qui, Oui, oui, je l'ai fait, oui. qui arrive dans la station. Bon, personnage pour le coup qui est pareil, qui n'a pas vraiment d'identité, mais tu vas découvrir en fait la vie d'un crew sur une station spatiale. Et là, eh ben, c'est pareil, tu vas avoir des couples tu vas des couples qui sont justement, on va dire, multiethniques, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir un gars qui est d'origine indienne avec une femme afro-américaine. Tu vas avoir des couples aussi, un couple homosexuel dont l'un en fait qui est marié, le mari est resté sur Terre et donc par les journaux audio, ben, tu vois que son époux qui est là, il parle en fait de l'avenir de leur enfant. Donc aussi ça touche un peu à l'adoption, le couple, mais aussi avec l'enfant et l'adoption dans le couple. Tu as aussi une technicienne qui se sont rencontrées et qui disent qui ont bossé ensemble sur la station. Enfin, il y a il y a différents types de couples qui sont représentés. Alors limite on pourrait dire ils cochent un peu toutes les cases. Oui, oui, un petit peu, oui. Et on pourrait dire que c'est ça, mais quelque part c'est un passage obligé, je pense, parce qu'effectivement c'est quelque chose que tu vois pas assez souvent. Et dans le jeu, ce qui est très intéressant, c'est que d'ailleurs les nationalités, vu que ça se passe dans un futur proche, c'est pas des nationalités qui existent. Genre les mecs ils vont être par exemple italo-irakiens, enfin c'est des pays qui sont différents. Si tu regardes les cartes d'identité du crew quand tu te balades, c'est ça en fait, ils viennent de différents horizons et tu as différents types de couples. Et j'avais trouvé très intéressant parce que ils le font de manière naturelle. C'est pas un truc genre hey, vous avez vu, ils te font pas des gros clins d'œil et ils surlignent pas le truc. Et donc ça c'était vraiment assez intéressant et donc faudra bien voir par la suite ce qu'ils vont faire, mais en tout cas je trouvais que l'approche qu'ils ont du couple est assez progressiste et je trouve que le jeu vidéo a besoin de ça. Alors ça reste des jeux qui sont pas encore des triple A, mais voilà, je trouve que c'est intéressant. Il faudrait que justement alors là Ubisoft commence à le faire et ça serait, mais il commence à le faire, mais avec Odyssey par exemple, on sait que le personnage de Cassandra, en théorie ça devait être le seul personnage et quelque part ils ont rajouté un choix de personnage masculin parce qu'ils voulaient vendre leur jeu et parce qu'ils voulaient pas bâtir tout sur le personnage féminin. Et quand on regarde les stats, on se rend compte qu'il y a plus qu'à 80% ou 70%, les gens ont pris l'homme, tu vois. Donc c'est pour dire à quel point encore déjà c'est difficile de mettre en avant les personnages féminins, tu vois, c'est pas encore gagné. Alors après, tu vois, développer un couple et tout ça, et laisser les choix ou pas avec leur DLC, tu vois, ça reste encore un peu le problème. Donc on sent que les lignes bougent, mais voilà, que la représentation du couple, c'est encore très mouvant et qu'il y a encore besoin d'ouvrir encore plus parce qu'on est encore souvent dans le couple hétérosexuel. Et ce qui est une bonne chose, ça veut pas dire qu'il faut l'enlever, mais c'est bien de représenter toutes les formes de couple. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie de parler quand même de ce que fait Fullbright sur leurs deux jeux là. Je vous conseille Gundam et Takuma. Plus personnellement Gundam, m'a plus touché. Takuma était peut-être un petit peu décevant, mais intéressant quand même. Ouais, il est plus cérébral. Oui, voilà, parce que bon, t'as pas trop développé, mais Takoma, en fait, via une intelligence artificielle, on arrive à retracer les mouvements de l'équipage, parce qu'en fait, on cherche l'équipage et la station est déserte. Oui. Donc, on peut retracer donc tous les mouvements de l'équipage, toutes leurs discussions, et il faut le faire plusieurs fois, parce qu'il y a une scène où tu vas voir 10 personnes, et puis les gens vont partir dans d'autres pièces, et donc là, tu vas aller dans l'autre pièce pour savoir ce qu'un personnage a dit tout seul ou ce qu'un couple s'est dit, etc. Et c'est aussi là que tu vois que quand un couple, par exemple, est isolé, tu vois qu'il y a quand même une proximité, etc. Donc c'est une approche intéressante aussi pour développer des personnages. On en revient à ce qu'on disait même pour Uncharted, c'est qu'en fait finalement, on parlait de l'action dans les jeux, mais là c'est qu'en fait tu as cette approche en fait de l'intimité du couple, pas du genre le couple c'est le couple qu'on affiche et qu'on met c'est le couple. Et voilà, il y a un côté vraiment dans l'intimité et pas forcément des enjeux, on va dire des grands enjeux au niveau de l'avenir de l'humanité, c'est vraiment des enjeux individuels et c'est parce que justement les personnages ont vraiment de la consistance. Alors même si dans Takoma tu les vois pas, mais je veux dire en fait justement comme ils sont bien écrits, ils prennent de la consistance et c'est en fait via leur intimité que tu les découvres et c'est ça qui rend vraiment tout le cachet, tout l'intérêt en fait d'avoir ces couples là plutôt que d'avoir un couple où tu sais des fois c'est forcé, genre t'as le super type, le beau gars, tu vois le côté vraiment limite du masculinisme, genre le gars viril, machin, ceci, cela, et la meuf super bien, et voilà, et puis ils vont faire des super enfants et tout, bon, c'est pas du tout ça, donc c'est vrai il faut voir, moi je suis curieux de voir, et en plus j'avoue que dans les jeux vidéo, même dans toute œuvre, j'aime bien quand même quand il y a de la romance, et voilà, des histoires d'amour, ça je m'en cache pas, mais c'est vrai que c'est bien quand c'est bien fait, que tu y crois, et que tu t'attaches vraiment au personnage, pas quand c'est juste un truc que tu colles pour juste remplir une case, genre, tiens, on va mettre ça, parce que voilà, quoi, parce que t'es joueur... et tu veux ton couple, genre tu vois, t'es le joueur, ça tu dis moi je veux me serrer cette fille là et tout ça, tu vois. Il y avait un célèbre youtubeur qui disait ouais on va sexer.
Et ça me faisait rire à l'époque, mais quand j'ai réfléchi, je trouve ça complètement con. C'est pas pour lui balancer ça à la tranche, hein, puis de toute façon il écoutera pas le podcast. Mais en fait, je trouve que c'est une approche hyper sexiste et complètement débile en fait du truc. Et donc voilà, donc c'est bien que dans l'écriture, et là voilà, on n'aura pas le temps, on va pas faire un podcast à la rallonge, mais quand on fera peut-être sur les choix et sur la manière dont justement les jeux, les RPG, l'évolution aussi de l'écriture des personnages et des romances, je pense qu'il y a des choses très intéressantes, et donc on le gardera pour l'année prochaine, hein. Dans la manière où ça a évolué, même si tu prends BioWare, leur premier jeu à choix, et les derniers, par exemple dans les Dragon Age, l'écriture des personnages et la façon dont les romances se goupillent est beaucoup moins forcée, et je pense que c'est beaucoup plus intelligente en fait dans la qualité d'écriture. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi. Oui, bah, à part dans Andromeda où je trouvais qu'il y avait un truc complètement naze où tu parlais de cocher toutes les cases. Dans Andromeda, je vais trouver ça très très mal fait parce que quand tu regardais, t'avais une pléthore de personnages qu'on pouvait romancer. Et quand tu regardais, t'avais la symétrie parfaite. Si tu incarnais une nana, et ben t'avais une relation avec un personnage qui est bisexuel, une relation homo, des relations hétéro. Si c'était un homme, t'avais exactement la même chose. Donc voilà, faut pas non plus tomber dans la facilité. Et c'est pour ça que moi je soutiens les développeurs qui font des choix qui peuvent paraître couillus, on va dire, mais voilà, et qui sont pas faciles. Bah après c'est toujours pareil, ouais, ils avaient été beaucoup plus, mais c'était pas le même studio, ils avaient été beaucoup plus fins dans la manière de représenter dans Dragon Age Inquisition. Oui, oui. Mais ce qui était Ouais. bien, c'est que justement, ils avaient fait quelque chose qui était plus intéressant, à savoir, et ça avait gueulé chez certains fans, c'est que, contrairement à Andromeda, par exemple, t'as des personnages, peut-être que dans Andromeda tu peux le faire, je sais plus trop, mais en tout cas dans Inquisition, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que s'il y a un personnage, par exemple, qui est... sa sexualité, c'est d'être homosexuel, et bien en fait, par exemple, Dorian, je parle, qui était homosexuel, et bien en fait, si tu es un homme, tu pourras donc être avec lui, mais si tu es une femme, tu ne pourras pas, parce que il n'est pas bisexuel. Et ça j'avais trouvé ça très intéressant. Et il y avait des fans qui avaient fait des mods après, ah mais parce que j'ai envie, quand je suis une femme de... Mais je trouve ça bien justement d'avoir dit non, non, mais non, parce que il a choisi sa sexualité, et il a pas... Parce que dans des jeux, des fois, tu sais, tu peux, que ce soit une femme ou un homme, ça change pas, tu peux en fait romancer les mêmes persos. Et je trouvais ça... Alors s'ils sont bisexuels, d'accord, mais s'ils le sont pas, s'ils ont soit hétérosexuels, soit homosexuels, je trouvais ça bien justement de dire, ben non, vous ne pouvez pas, parce que voilà. Et ça, je trouvais ça très intéressant en fait. Évidemment, il y en a qui ont gueulé, qui ont dit ah ouais, mais non, mais j'aurais voulu, ou ils ont fait des mods. Mais je trouvais que c'était intéressant d'avoir un choix et de dire non, mais moi je suis le créateur de ce jeu-là, c'est mon choix, le personnage il est comme ça, allez pas le modifier quoi. Et ça, c'était assez intéressant. Et t'as des jeux voilà, qui te proposent pas, et tu dis ah, mais j'aimerais bien que ce personnage, ben oui, mais non. Et ça, c'est pas mal. Mais c'est les jeux à choix, et ça, on en parlera le 14 février de l'année prochaine. Donc voilà, donc, c'était un peu ce qu'on avait envie de dire aujourd'hui sur les coupes, donc nos coupes préférées. Après, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. N'hésitez pas en commentaire à dire vous quelles sont vos coupes préférées, ce que vous pensez de ce qu'on a dit, peut-être qu'on s'est trompé ou peut-être que vous voulez nous corriger par exemple sur Zelda et Link ou sur Ico. N'hésitez pas à nous en parler, même après si vous avez d'autres visions des personnages dont on a parlé, d'autres couples. Si vous pensez que la manière dont les couples sont écrits, représentés, comment vous voyez que ça va évoluer. Bref, n'hésitez pas à commenter. Partager comme d'habitude, c'est un peu ce qu'on aime faire nous ici, c'est un peu le but de ce podcast. On n'est pas là pour déverser une vérité universelle, on prétend pas l'avoir et d'ailleurs on l'aura pas et c'est pas le but. On avait juste un peu de parler comme ça, tranquille, à la cool. Donc voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir écouté, je te remercie Macrémic d'avoir participé. Au plaisir. Hein. Et puis voilà, donc je vous dis à bientôt. Joyeux Saint-Valentin pour tout le monde, ceux qui sont en couple, ceux qui ne le sont pas. Alors il y en a qui vont dire, ouais, de toute façon, on s'en fout, c'est une fête commerciale et tout ça. C'est probablement commercial, mais quand ça parle d'amour, que ce soit commercial ou pas, écoutez, c'est bien beau. Donc sur ce point-là, moi le 14 février, je vais me mettre une comédie romantique tranquillement ce soir. Je sais pas si vous serez en train d'écouter le podcast, moi je me regarderai un petit film avec Audrey Hepburn peut-être, ou avec Keira Knightley, j'aime bien ça, je l'assume totalement, c'est mon petit plaisir. Macrémic, je ne sais pas ce que tu vas faire, si tu vas faire un petit repas ou pas. Aucune idée. Bon, ça sera la surprise aussi. Ce sera peut-être la surprise. J'espère, je te le souhaite, une belle surprise. Donc en tout cas, je me répète, merci à vous, à tous et à toutes pour cette écoute, joyeuse Saint-Valentin, et à bientôt. Ciao ciao. Ciao.